Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 1000e tour. Bonjour à mes deux invités de ce soir. Salut. Bonjour. Mes deux invités de ce soir sont de ma gauche à ma droite, Célia, bonjour. Bonjour. Célia alias Aloïs Célia. Oui, celle qui n'aime pas Macron aussi également. Celle qui n'aime pas Macron. Je te présente comme poil à gratter de Twitter. Du gouvernement. Oui, de Marlène Schiappa aussi, mais qui n'est plus au gouvernement, mais je garde un œil sur elle. D'accord. De Valérie Pécresse également. Oui, ça a beaucoup quand même. Beaucoup ça, Pécresse, ouais. oui. J'en suis même déguisée en elle aussi. Donc, oui, c'était ton petit costume d'Halloween. Exactement, c'est passé à l'obsession maintenant, comme Schiappa avant. D'accord. Et à ma droite, il y a Os Politique. Salut. Que vous avez déjà entendu dans le 1000e tour. Et oui, ce n'est pas la première fois que... Je suis un ancien de l'émission, on peut dire maintenant. Un ancien, ouais. Franchement... On va t'appeler l'ancien. Très bien. Jusqu'à la fin de cette émission. Os Politique, tu présentes les portraits sur Blast avec Maudit. Tout à fait. Et oui. Tout à fait, tous les mois sur Blast, les portraits. Villepin, Eva Joly, Charles Hernu récemment, voilà. Tout à fait, Charles Hernu, qui était l'ancien... Attends, c'était à Lyon, mais c'était pas l'ancien maire. C'était l'ancien maire de Villeurbanne. Ah oui, donc, Villeurbanne, à côté de voilà. Lyon. Oui. Et c'est un arrêt de métro. On a deux Lyonnais voilà. ce soir, donc on va sans doute y revenir de temps en temps. Trop tôt pour annoncer le prochain portrait ? Ça dépend quand sort l'épisode. On est actuellement samedi prochain, là. Samedi prochain, je pense que c'est un peu trop tôt, ouais. Ça sera pas sorti. Je peux donner un indice, ce serait une personnalité politique. Ah, tintin. Ok, ça marche, ok. Je crois que je vois qui c'est. Ok, super. La matinale également, bien sûr. Tout à fait, ouais. Sur ta chaîne Twitch. Sur ma chaîne Twitch, donc Os Politique, c'est du lundi au mercredi de 7h à 9h. Et je fais des lives l'après-midi, le jeudi aussi, mais c'est moins matinal, du coup, étant l'après-midi. Mais c'est quand même planningé. C'est quand même planningé, ouais. D'accord, ouais. ok. Donc en fait, quasiment toute la semaine, quoi. Ouais, c'est ça, quasiment toute la semaine. Ouais. Super, voilà. Incroyable. On s'amuse. Super. Eh bien, le 1000e tour, podcast politique, on parle d'actu, et après, on se détend avec deux, trois petits jeux, des conneries, des trucs, enfin voilà, quoi. On rigole énormément, et d'ailleurs, l'actualité est hilarante en ce moment, donc c'est vraiment vraiment parfait comme occasion. Dans l'actualité de cette dernière semaine, j'avais envie qu'on revienne dans un premier temps sur ce qui a complètement monopolisé tous les débats, l'opinion. Je dirais même, c'est évidemment la marche contre l'antisémitisme de dimanche, qui a été organisée par la présidente de l'Assemblée nationale avec le président du Sénat, donc Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, qui ont pris cette initiative et qui finalement ont réussi à créer un grand moment de communion sans aucune dissension, globalement. Oui, c'est ça, toute la France était derrière eux. BHL a sorti sa plus belle chemise d'ailleurs, une chemise inédite, donc oui, non, un beau moment. Voilà. Donc bien évidemment, c'était l'inverse. Non, la chemise de BHL reste très jolie. Non, c'était l'inverse, évidemment. Gros bordel, puisque parmi les premiers à se jeter sur l'occasion et à valider et à applaudir, il y avait non seulement les Républicains, mais très vite derrière le RN. Zemmour. Tout à fait. Et genre j'ai même vu des drapeaux royalistes à cette marche. Donc bon, évidemment derrière on a des mouvements comme LFI ou d'autres évidemment plus petits mouvements de gauche principalement, qui ont dit qu'ils ne marcheraient pas avec le RN, sachant que le RN n'a pas été ne s'est pas incrusté à la manifestation comme j'ai pu le lire sur certains. Oui, bah on peut pas, si des gens s'incrustent à des marches, on peut pas les jarter ou quoi. Déjà on peut les jarter. C'est possible. D'ailleurs, le RN avait dû sortir, je crois, de la marche en hommage à Madame Knoll, là, qui avait été assassinée il y a quelques années. Et à ce moment-là, c'était encore inacceptable qu'il y ait le Rassemblement national dans une manifestation sur le thème de l'antisémitisme. Ouais. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils étaient beaucoup moins nombreux. Là, c'est vrai, quand on voyait la masse de députés, ça nous a montré en fait à quel point maintenant
le RN sont implantés, quoi. Enfin, il y a beaucoup de représentants du RN politique en mandat ou en futur mandat, mais c'était... de les voir tous ensemble marcher, ça fait un petit truc. C'était super impressionnant. Pour la marche pour Myriam Knoll, effectivement, il y avait Marine Le Pen, je sais pas s'il y avait Philippe encore ou pas, mais bref, il y avait les 3 habitués, et là, c'était quand même plus d'une dizaine de représentants, quoi. Donc c'était, oui, effectivement impressionnant. Avec des cas comme Nice Philippe Vardon, qui est carrément un ancien néo-nazi. Alors, je dis ancien je dis ancien pour pas avoir un procès en diffamation. On peut lancer, oui, voilà. J'allais dire, on peut lancer des rumeurs parce que il y a des légendes sur lui. Et donc c'est il a toujours pas de cheveux. C'est vraiment. C'est un prérequis pour être skinhead, je crois d'ailleurs. Non mais oui, c'est-à-dire que là on dit pas oui, non mais les gens pourraient dire ouais, non mais attendez, dès que quelqu'un machin au Rennes, dès que vous êtes pas d'accord, vous traitez de nazi. C'était un nazi, c'est-à-dire qu'on parle de brassard nazi. On parle d'un groupe de musique avec des chansons sur le Zik-Lombé, quoi. On parle pas de Joe rigolo. La légende veut qu'ils faisaient des saluts nazis dans la forêt. Ils allaient dans la forêt pour pouvoir chanter les saluts. Est-ce que tu fais un salut nazi dans la forêt et que personne n'est là pour le voir? Est-ce que c'est vrai? Voilà. Mais apparemment, certains l'ont vu quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette séquence, comme on aime à dire dans les médias? Pour moi, je pense que c'est vraiment un aboutissement d'un processus qui s'est engagé déjà depuis la présidentielle de 2022, c'est-à-dire un mouvement de normalisation du Rassemblement national et un mouvement de diabolisation de l'AFI, enfin la gauche qui est autour, enfin pas toute la gauche parce que le PS, PCF, LV sont pas inclus là-dedans, mais un moment de normalisation du Rassemblement national où on a vu une marche qui était censée être quelque chose à l'appel de la République, quelque chose de très institutionnel, où il y avait inclus dedans le Rassemblement national et il y avait exclu la gauche radicale et les filles. Donc pour moi, c'est vraiment un tournant dans ce qui est d'acceptable par rapport à l'extrême droite et ce qui est d'acceptable par rapport à la gauche radicale, quoi. Exactement, et en fait, ça part de l'appel même de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher, c'est que ils se sont, comme tu l'as dit, ils ne sont pas incrustés, ils ont été invités. Enfin, tous les mouvements politiques étaient invités. Voilà, mais la tribune, voilà. Les filles n'étaient pas exclues. Mais la tribune d'appel reprenait des éléments de langage du FN, que l'antisémitisme, c'est l'islamisme. Voilà. Et ça, on l'oublie pas mal. Ça a quand même peu été relevé, effectivement. Tu fais bien de revenir là-dessus, sur vraiment le texte co-signé par les 2 présidents des chambres, effectivement, faisait un lien clair entre l'antisémitisme aujourd'hui et l'islamisme, vraiment comme si c'était que l'antisémitisme qui peut exister aujourd'hui en France, c'est l'islamisme. Point. Oui. Et donc c'est aussi ça qui posait problème. Et à contrario, qui posait 0 problème et l'inverse même au Rassemblement national, qui du coup était ravi de s'inscrire dans cette démarche. Fait horrible. Moi, j'ai appris que cette marche avait vraiment lieu. J'avais vu l'appel, mais je calcule pas trop ce que dit Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. J'avais vu qu'il y avait un appel à la marche, mais j'avais pas vu qu'elle était actée. Et c'est via la partie de Marine Le Pen sur RTL mardi qui dit j'y participe, que j'ai compris que la marche était bien actée. Tu vois, pour moi, c'est horrible d'apprendre cette marche par Marine Le Pen. Et oui, clairement, comme tu dis, tout le monde était invité, mais avec la reprise des éléments de langage du RN et de l'extrême droite de manière générale, évidemment que Marine Le Pen va être la première à dire oui, hyper vocalement. Et après, moi-même, je me suis focalisée sur Marine Le Pen, mais il y avait aussi Zemmour et Marion Maréchal. Enfin, Zemmour qui a été interviewé dans la marche, en plus, qu'on a profité pour parler d'immigration, évidemment, en plein milieu de la marche, et sans aucun problème, quoi. Alors que même Olivier Faure, il y a des mecs qui l'ont hué, quoi. Olivier Faure. Oui, c'est vrai. On a vraiment Olivier Faure qui s'est fait huer. Ouais, la photo de la gauche, justement, avec leur banderole moche, elle est très moche, avec les drapeaux royalistes derrière, était. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, parce qu'il y avait l'idée d'un cordon sanitaire, un cordon républicain. C'est-à-dire que quelques personnes donc de gauche, donc Olivier Faure pour le PS et même Roussel s'était inscrit dedans, PCF et aussi une partie d'Europe Écologie Les Verts avait dit nous on manifestera, on se rendra à cette marche malgré le FN, mais on se tiendra à distance du FN et on défilera derrière une grande banderole qui disait contre l'antisémitisme. Il y avait contre l'intolérance ou je sais pas quoi. Voilà, les faiseurs de haine, enfin les méchants. Ouais, voilà, les faiseurs de haine ou un truc comme les ça. Les méchants pas bien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une polémique autour d'Olivier Faure quelques jours avant, parce qu'il avait appelé à faire une marche contre l'antisémitisme
en incluant le Rassemblement national. Je crois que c'était contre l'antisémitisme, je suis plus sûr de ce que je dis. Mais il y avait une polémique et la gauche avait dit mais ça va pas te dire ça, il est fort. Il avait rétropédalé en disant non, finalement on fera jamais ça. Et puis 2 semaines plus tard, tu vois. Il s'est fait prendre son idée, le pauvre. Il s'est fait prendre son idée. Ah, j'avais pas suivi ça. Attends, je revérifie voir si je dis pas n'importe Oui, quoi. vérifie quand même. Mais après, je fact-check. Je m'auto-fact-check. Avant de publier, bien sûr. Toutes les informations ici sont fact-checkées. Toutes les informations que je mets dans le podcast, que je laisse, sont fact-checkées à 100%. Il n'y a rien de faux. Ah oui, c'est ça. Un rassemblement contre. Il rétropédale à propos de son appel à un rassemblement contre l'antisémitisme. Le RN n'a pas sa place dans ce type de manifestation. Et c'était le 5 novembre. D'accord. Donc c'est vraiment extrêmement tôt par rapport à la manif. Et donc toute la gauche était tombée dessus en disant c'est scandaleux. Et après ils se sont dit bon finalement est-ce que c'est si scandaleux que ça si on a une banderole? C'est ça, et Célia parlait d'une photo que j'ai vue aussi, où on voit en fait c'est une photo qui a été vraiment publiée par je sais plus qui. Un gars du PC, je crois. Du PC, ou du PS, oui, je sais plus, mais oui. Qui disait voilà, on était là et on a bien mis la banderole pour se tenir à distance et tout, et en fait on voit que 5 rangées derrière eux, il y a un drapeau français avec un drapeau royaliste. Donc bon, voilà. Après, il y a eu des actions sérieuses quand même pour essayer de à la fois venir à la manif et lutter contre l'extrême droite sur le terrain. C'était le collectif Golem notamment, je pense qu'il qui a pas mal fait de bruit avec Ari Halimi notamment qui était dans ce collectif et qui avait dit donc c'est un collectif juif de gauche et eux ils avaient dit on va empêcher l'extrême droite de participer à la manifestation. Le résultat c'est plutôt eux qui ont été empêchés de participer par les forces de l'ordre. Ils sont fait jarter l'image est super violente parce que du coup c'est la police. Bon après on n'est pas tellement étonné, mais c'est la police qui protège les FAF, vraiment les FAF et le RN surtout, en repoussant ce golem. Et très symboliquement, c'est la police pousse des juifs pour protéger les antisémites. Donc symboliquement, à une marche contre l'antisémitisme. Voilà. En fait, vraiment, dimanche, tout est lunaire, vraiment, de la chemise de BHL à la banderole, au drapeau royaliste. C'est vraiment pour ça que je pense que c'est un tournant. Oui, il y a un avant-après. Ouais. Il y avait de quoi devenir un antagoniste de Batman, je pense. Absolument. Je deviens le pingouin. J'aurais pu, il y avait Nicolas Sarkozy aussi à la marche. Je pense que ma 13e raison, ça aurait pu me déclencher des trucs. Un peu sur le même sujet, là c'était vraiment, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, qu'il y a la fameuse vidéo de l'armée d'Israël, enfin la vidéo de l'armée d'Israël de récupération des vidéos des actes du Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Donc c'est une vidéo parfaitement crue et absolument horrible sur toutes les exactions des actes terroristes qu'il y a eu le 7 octobre, et donc il y a cette vidéo donc qui a été faite par l'armée d'Israël et donc le gouvernement d'Israël, qui est c'est assez bizarre ce truc, c'est assez bizarre. Donc c'est un montage sans censure, sans rien, d'actes absolument horribles, donc dans le but de montrer que à ceux qui n'avaient pas compris que c'était horrible de tuer des gens et de torturer, enfin voilà. Et c'est diffusé là ça a été diffusé aux députés. Ouais. De l'Assemblée nationale sur demande, c'est le groupe d'amitié France-Israël. D'accord. Qui rassemble à peu près 120 députés, donc il y a beaucoup de monde dans ce groupe d'amitié qui a organisé ça, et le président du groupe a organisé ça un peu sur le mode on va bien voir qui vient et qui vient pas en plus. Donc parce que du coup c'est organisé, c'est pas Sahel qui propose. Je sais qu'en Belgique par exemple ils ont dit non, les parlementaires verront pas le film qui est après à voir, moi je comprends pas bien. Et tu sais si c'est les parlementaires qui ont dit non ou si c'est, on va dire, le règlement de l'Assemblée de la Chambre là-bas. Alors, qui a dit que il y avait pas de... Bonne question, j'ai juste vu un prof de fac en fait en parler, et il avait l'air de dire qu'il y avait certains groupes qui étaient contre le fait qu'on ne diffuse pas ces images, et je sais pas si c'est une règle de leur assemblée ou si c'est juste plus de députés qui ont dit non, on veut pas voir. Ouais, je sais pas exactement. Ouais, voilà, mais c'était très justement amené. Ils ont dit qu'en fait ces images devaient être réservées pour la CPI et pour des instances juridiques, et que les parlementaires avaient pas... La CPI, la Cour pénale internationale. Chers auditeurs. Et les parlementaires n'avaient pas à voir ça enfin que ça allait forcément attiser quelque chose de mauvais. Et je suis un peu d'accord avec lui là-dessus, mais oui, les Belges ont dit non en tout cas.
Ça a été projeté déjà à plusieurs endroits, des journalistes, et à Gal Gadot qui a regardé le film aussi, qui est une actrice américano-israélienne. Ça a été projeté quand même dans pas mal d'endroits, mais toujours en des comités un peu restreints. C'est clairement une opération de propagande. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment bizarre. En fait, moi, ça me choque pas en soi que la vidéo soit accessible. Mais le côté vraiment on va organiser une projection et on vous fait comprendre quand même que vous êtes un peu une merde si vous y allez pas parce que on sait pas trop ce que ça veut dire de pas d'essayer d'y aller. Enfin voilà, le fait qu'il y ait des trucs comme ça qui soient disponibles pour les journalistes qui ont les épaules pour regarder ça et se documenter et pouvoir écrire mieux dessus. Et les députés aussi de comprendre, de travailler, de voilà quoi. Moi ça me choque pas en soi. Mais c'est vrai que la façon dont ça a été amené, pour moi, ça me pose quand même un vrai gros problème. Mais c'est un peu la façon dont est amené tout ce qui concerne en fait la défense ou non de Israël ces dernières semaines. Vous êtes avec nous ou contre nous en fait. Ouais. Alors que la vidéo, enfin moi j'ai lu, il y a un article dans Libé qui fait une description hyper clinique de la vidéo, limite scène par scène en expliquant ce qui se passe. Et rien que ça, j'avais la gerbe. Enfin c'est vraiment horrible. Je pense que la vidéo est vraiment horrible à voir parce que c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a de la torture, il y a de la violence extrême, il y a de la dégradation de cadavres. Enfin j'en passe. C'est vraiment ultra graphique et je pense que c'est fait pour choquer. Ouais. Et le but c'est d'avoir une réaction émotionnelle et pas une réaction rationnelle que toute personne normalement constituée va avoir en lisant cette vidéo. Rien que moi en lisant l'article de Libération, j'étais dans l'émotion, j'étais pas du tout dans la rationalité. Donc je pense bien que des députés qui viennent de voir la vidéo, enfin on l'a vu, vous voyez les interviews des députés qui sortent de la séance, ils étaient blêmes, ils étaient sous le choc, il y en a qui pleuraient, enfin c'est normal. Et donc dans ce contexte-là, dans un contexte où c'est des gens qui après vont voter des lois, qui vont prendre des positions sur la diplomatie, sur l'international, est-ce qu'on a besoin d'être dans une réaction émotionnelle comme celle-là ? Moi je pense pas, et je pense que c'est même plutôt c'est pas éthique et je pense que c'est même plutôt dangereux sans évidemment remettre en question la souffrance des victimes de ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas du tout la question en fait. La question c'est diffuser comme ça la vidéo dans le cadre d'une opération de propagande. Ça aurait été la même chose dans tous les autres sens sur ce conflit-là ou d'autres. De toute façon, Et c'est Aurélien Pradier de LR qui justement a dit qu'il n'irait pas voir la vidéo parce qu'il dit je sais très bien dans quel état ça va me mettre et j'ai pas, enfin c'est pas mon rôle d'être dans cet état-là dans le cadre de mes fonctions. C'est un mec LR quand même, donc c'est. Puis il y a un député LRM aussi dans Mediapart. Exactement. Oui, non, il y en a quand même certains qui ont eu. Et puis comme tu l'as dit, enfin, je me demande aussi l'intérêt de tendre un micro à des députés, quoi qu'on en pense d'eux. Poste ça quoi, enfin clairement j'ai vu quelques images, c'est très déconcertant, enfin c'est vraiment en fait aujourd'hui ça paraît normal de tendre un micro et de dire alors vous en avez pensé, il y a quelque chose de vraiment très malsain là-dedans, alors vous en avez pensé quoi, dites-moi là, mais à ton avis ça aurait été malsain, imaginons que, parce que la comparaison a beaucoup été faite, mais si on avait fait la même chose avec des images du Bataclan, ça aurait fait aussi à raison totalement scandale. Enfin, c'est pas respectueux, c'est extrêmement violent. Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions éthiques qui se posent avec ces projections. Mais voilà, je sais pas où ça nous mène ces histoires. Est-ce que vous avez envie de... Il y a un sujet qui... Le voyage à Tahiti d'Anne Hidalgo. On a déjà un peu parlé sur l'épisode précédent. Elle avait un joli teint en conseil municipal. Elle a dit des horreurs, mais elle avait un joli teint. Bon, c'est bon. Non, on n'a pas parlé du voyage. Ça faisait l'objet d'une question. Moi, j'avais le procès d'un policier, d'un ex-policier, marchand de sommeil à Marseille. À Marseille, oui. Un ancien policier qui a en fait acheté des immeubles et qui l'a découpé en morceaux et il a loué pour un total de, je crois, 120 appartements, essentiellement des personnes sans papier, vulnérables, etc. Qui a gagné à peu près 400 000 € par an. Je pensais que tu parlais de Grigny parce qu'il y a exactement le même à Grigny et justement qui s'est fait pincer il y a c'était aussi un ancien policier ? Non, je crois pas. Non. Est-ce qu'il y a un schéma avec les policiers ? Non, lui... Il peut y en avoir. On fait des hypothèses ici. Et non, mais lui, il travaillait dans un CRA avant. Du coup, il a fait son petit carré. Il est à des apparts. Et en plus, attends, c'est pas fini. Donc il y a le procès et tout. Et en fait, le gars est aussi exorciste. Donc il a des cartes d'église où il fait des exorcismes. Et il fait aussi des trucs motivation, psychologie, motivation, devenez millionnaire et tout. Donc, les vidéos avec les mauvais sous-titres qui vont très vite. Alors je sais pas s'il a fait des vidéos, mais il est un peu le mindset crypto, mais marchand de sommeil, tu vois. Wow. Voilà.
J'ai le truc vraiment, demander ma formation pour devenir millionnaire en PDF, tu sais, tu regardes, tu penses qu'il va te dire un truc pyramidal et tout, il fait, non, soyez marchand de sommeil à Marseille et faites payer des appartements immondes à des sans-abri. Ouais, son CV est policier, marchand de sommeil, exorciste, LinkedInien. Ouais, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. C'est la France polyvalente que Macron veut, donc moi je peux caler. Mais il y avait eu la même chose du coup à Grigny, donc dans ce qui est considéré comme vraiment la cité la plus dégradée de France, qui est Grigny 2, qui est vraiment délaissée à 1 milliard de %, enfin il n'y a plus rien. Il n'y a plus 1 centime, je crois, qui est investi dans Grigny 2. Et il y avait en fait tout un immeuble qui était un propriétaire qui a acheté ça il y a évidemment hyper longtemps et puis qui a décidé de tout découper effectivement en tout petits morceaux pour en faire des centaines de studios qui louaient à des familles entières, des prix indécents. Oui, puis ils ont toujours l'argent pour mettre des cloisons, mais ils n'ont pas l'argent pour les travaux, pour rendre le truc habitable, quoi. Ouais. Et bon, ça c'est un sacré délire. Voilà pour la transition. Transition fun. Et j'ai deux autres actus. C'est 100% feel good là sur les actus. Il y a la loi immigration qui a fait son petit passage au Sénat et qui a été turbo droitisé à 3000%. Donc là, j'imagine que là, le dossier bien droitisé va ensuite aller à l'Assemblée. C'est comme ça que ça se passait. Ouais. Voilà. Donc le Sénat qui est à majorité quand même à large majorité LR. Ouais. Oui. Et là qui a carrément repris des propositions du FN. Oui. Voilà. Ouais. De toute façon, il y a de moins en moins de différence. Oui. Oui. Bah Stéphane Ravier est au RN, il est au Sénat aussi, et c'est vrai que quand il parlait, j'avais si c'est un LR ou un RN, je voyais pas tellement la diff. Non, c'était la même chose. Il y a des choses vraiment super graves dans ce qui a été rajouté par le Sénat. On a le droit du sol, alors qui n'existe pas vraiment en France, mais il y a des limitations supplémentaires pour obtenir la nationalité française. Aujourd'hui, un enfant étranger né de parents étrangers en France, il n'est pas automatiquement français, mais à sa majorité, normalement, s'il est resté en France, il obtient automatiquement la nationalité française. Ouais. Et en fait, là, avec la loi, si ça reste dans l'État, il devrait en faire la demande. Donc ça rend la chose très différente. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne feraient pas la demande. On connaît les questions de non-recours, de non-utilisation des droits des gens. Et en fait, c'est un retour à une loi qui avait dans les années 80, la loi telle qu'elle était dans les années 90. Pendant un moment, ça a été comme ça. Ça, c'est vraiment pour moi un des trucs les plus choquants de cette loi. Après, la question, c'est est-ce que ça va rester comme ça à l'Assemblée ? Probablement pas. Ça va probablement pas être autant. Il y a suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est remplacée par une aide médicale d'urgence. Ouais. Du coup, des personnes qui pouvaient se soigner en arrivant en France et qui risquaient de se dégrader. Et donc, même si on prend une logique purement comptable, une personne qui a une maladie, qui se dégrade et qui va se faire soigner, au final, elle va avoir besoin de l'aide médicale d'urgence. Ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'on aura attendu qu'elle se dégrade. Évidemment. Alors qu'avec l'aide médicale d'État, dès le début, la personne pouvait aller à l'hôpital et se faire soigner. Enfin, c'est absurde. C'est purement une logique raciste anti-immigration, tout simplement. C'est pas une logique rationnelle. Non, on était, tout ce qu'ils ont retoqué, c'était de la haine. C'était vraiment, c'est gratuit, quoi. Il y avait rien de logique, de ce qu'on veut. Mais par contre, à l'Assemblée, moi, je suis moins optimiste sur le fait qu'elle puisse pas passer en l'état, parce que LREM a besoin des voix de droite aussi, et ils peuvent s'amuser à passer un 49.3 parce que maintenant Elisabeth Borne les fait en télétravail aussi. Je pense pas qu'elle va. Mais voilà, Non, mais moi, je pense que ça, en fait, là, comme je disais, le projet de loi qui était déjà de base, le truc du gouvernement qui était déjà de droite, est devenu de turbo maxi droite, et à l'Assemblée, histoire de faire genre, ils vont l'alléger un tout petit peu. Maxi droite, quoi. Voilà, ça va juste être maxi droite, quoi. En gros, à mon avis, ça va être ça. Donc, et puis se pose la question du nombre de textes. J'ai lu un article dans Le Monde, c'est le 117e texte sur l'immigration depuis 45. Enfin, c'est au bout d'un moment. Enfin là, tu veux dire que ça va commencer à se voir ? Ça va commencer à se voir, tout à fait. Et puis, parce que je voulais dire, puis de toute façon, on a un Darmanin aussi en mission, donc je suis pas très optimiste sur le fait que ça va l'immigration. Avec ton expression sur le Darmanin en mission. C'est vraiment comme ça que je le vois, Darmanin, et ça me terrifie. Ah, mais oui, il est en mission. Enfin, alors c'est une espèce d'ersatz de Sarkozy, mais
ça me fait mal au cœur de dire, mais je pense qu'il est pire que Sarkozy, parce que Sarkozy est aussi pire, mais bon, il était au début, là maintenant on arrive après des années, tu vois. Donc bon, il y a c'est toujours dur. Voilà, c'est très dur pour moi de l'avouer, c'est horrible. Mais oui, Darmanin est en mission, donc là. Ouais, non, mais il est vraiment en mission, mais il est en mission, mais c'est même pas que une mission d'ordre politique, genre, c'est pas, j'ai de l'ambition, non. Il a une mission de politique, mais pas politicienne, quoi. Il a une ambition politique d'extrême droite, très clairement. Il a un projet, et que ce soit lui ou en tout cas, il va s'y tenir. Enfin, vraiment, je pense qu'il il a beau être chez Macron de temps en temps à dire l'extrême droite. Je suis un gros con. Mais il arrête pas de dog whistle, comme on dit, l'extrême droite, mais vraiment, la vraie grosse dure extrême droite. Dog whistle, donc c'est chien sifflé en français. C'est chien sifflé. C'est des petites expressions pour dire, en gros, c'est des clins d'œil, des petits trucs glissés, des sous-entendus. Il appelle ses chiens. Oui. Mais c'était ça avec toutes les petites phrases qu'il a pu sortir, qui étaient clairement pas du hasard de les violences policières. Quand j'entends ça, je m'étouffe. Avec Apolline de Malherbe, quand il dit ça va bien se passer, qu'il le répète plein de fois. C'était vraiment clairement, ça avait été assez analysé, que c'était des trucs. Ouais, puis c'est lui qui a parlé d'ensauvagement ou c'était Macron, je me souviens même plus. Il en a parlé, mais mais il y a un ensemble de choses. Mais je reviens à ce que disait Célia tout à l'heure, le fait qu'il y ait autant de lois immigration, c'est aussi du fait que c'est un mécanisme de campagne présidentielle super efficace, quoi. Oui. Ouais. Parce que les personnes qui votent pour Macron ou pour Darmanin, c'est des personnes qui sont hyper contentes quand il y a ce type de projet de loi qui passe, qu'on parle de l'immigration toute la journée, qu'il y a des débats à l'Assemblée pour dire est-ce qu'il faut en renvoyer beaucoup ou un petit peu plus. Enfin voilà, ça c'est malheureusement très politiquement. Voilà, l'émission scandaleuse de France 2, l'événement qui tournait autour de ça. J'ai pas suivi. Alors j'ai commencé, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que la tête de Bardella pour commencer. En plus, je crois qu'il n'était pas en plateau. On l'a juste vu dans un écran. Il était en visio, donc il était plus gros que tout le monde. Horrible. Non, mais non, il y avait. Je peux pas me la voir. J'arrive pas à retenir son nom. Du RN, Laure quelque chose, une brune. Oui. À chaque fois, elle pop-up. Voilà, exactement. Elle pop-up à chaque fois. Je sais pas d'où elle sort. Elle est horriblissime. Ouais. Et elle vraiment. J'ai du mal à dire ça. En fait, chaque fois qu'on parle de quelqu'un du RN, c'est vraiment lui là. Non, mais le curseur, curseur, il s'est tellement décalé, mais il faut le garder là où il est. Mais elle, par contre, quand je l'entends parler, c'est vraiment, en fait, c'est une authentique faf qui essaye à peine d'édulcorer. Quand les autres essayent de faire genre, non, mais c'est la République. Elle, tu entends parler, tu dis, mais t'as pas reçu tes éléments de langage, parce que là, je pense qu'elle ne sait pas lire. Mais. Enfin bref, oui, vas-y. Non, mais surtout qu'elle pop-up que sur France 2 et que pendant les élections. Donc là, j'étais déjà surprise de la voir. Pour moi, elle n'existait pas vraiment en dehors de ces périodes-là. Et oui, elle a dit horreur sur horreur. Et derrière ça, il y avait Marion Maréchal Le Pen qui, au cas où si le message n'avait pas été bien entendu. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il ne se supporte pas, Marion Maréchal Le Pen veut mettre une distance avec le RN alors qu'elles disent exactement la même chose. Mais encore une fois, moi, ce qui me fascine, c'est la journaliste au milieu qui Marion Maréchal dit à Ibrahima, donc qui était sans papier guinéen, elle lui dit non mais si on vous laisse rentrer vous, faut qu'on en laisse rentrer d'autres qui sont beaucoup plus dangereux. Silence total sur le plateau. Je crois que c'était Mohamed Bouafsi qui là-bas c'est journaliste sportif, je sais pas bien compris ce qu'il faisait là, mais bref, qui anime à l'intérieur. Enfin, c'est un foutras de tout et t'avais pour la gauche, Ruffin au milieu, et je sais même plus qui y avait d'autres. Voilà, il n'y avait pas Rossignol, là? Non, il n'y a pas Laurence Rossignol? Non, là, je serais pas avec vous. Là, je serais partie. Non, Nicolas Meyer-Rossignol, c'était pas lui? Exactement, et j'ai cherché si c'était son fils. Je me suis trompé de Rossignol. Tout à fait, c'est pas son fils, du coup. Le mec, il a perdu contre Olivier Faure. J'étais dans les coulisses de Backseat le jour où ils ont reçu à la fois Laurence Rossignol et Nicolas Meyer-Rossignol. Sachez-le. Est-ce que c'est un meilleur Rossignol que l'autre? Pas compliqué. Attends, c'est quoi? C'est ça? Voilà. Donc oui, cette émission, donc tu n'es pas allé au bout. Non, je suis pas allé au bout. Mais en tout cas, voilà, ça illustre déjà, bien. Quoi est-ce que tu saurais me dire, c'était quoi le titre de l'émission, genre le thème?
C'était alors, quoi? Pour la blague, j'ai dit à quelqu'un, y a-t-il trop d'immigrés en France? Mais c'était pas ça la question. C'était pas un truc avec le problème de l'immigration? Oui, comment réguler le problème de l'immigration? Comment régler le problème de l'immigration? Je crois que c'était ça. Alors réguler, ouais. Non. Donc j'ai traduit, y a-t-il trop d'Arabes et Noirs en France? Mais c'était un truc comme ça, hein. Vraiment, c'était réguler l'immigration. Immigration. Événement, ça s'appelle. Événement immigration. Mais l'émission, elle s'appelle l'événement, mais c'est trop vague pour Google, ça. L'événement France 2, je cherche. Ils avaient fait un beau visuel. Arrêtez de l'événement France 2. L'événement, le prime. Ah, immigration, 2 points. Comment les maîtriser? C'est ça, voilà. C'est ça. Et c'était immigration, le grand débat dans l'émission. Et après, il y avait faut-il régulariser? Ah oui, non, après, c'est des rubriques dans l'émission. Ah, c'est des rubriques. C'était bardé, là. C'est bien, des rubriques. Ouais, et Mario Maréchal a posté l'émission sur sa chaîne YouTube, ce qui en général pas bon signe. en dit long. Et aussi, il y avait des petits reportages que j'ai pas regardé jusqu'au bout. Pas juste un extrait où elle parle et... Ils ont amené, il y avait un chanteur quand même. Il y avait Carl Olive qui était là. Il n'y a pas que des politiques. Mais ce gars existe. Attends, Carl Olive. Chanteur? Ah oui, parce qu'il a fait la petite chanson de... Oui, d'accord. Mais c'est pas un vrai nom, prénom pour moi. C'est pas un bon enchaînement. Non, moi je croyais que c'était un pseudo, genre comme Card Zero et tout, tu vois, qui s'appelle complètement autre chose. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Non, lui, c'est vraiment Carl Olive. Ouais. Maire de Poissy et horrible photo Twitter. C'est horrible. C'est pour ça que pour moi, il est pas réel. Mais lui, Macron l'a inventé. Lui, pour le coup... Lui, vraiment... Moi, mon rêve, c'est qu'il soit ministre du Puget. Je rappuie. Oui. Voilà, c'est tout. Non mais ouais, Carl Olive, lui, en fait, à la fois, il est vraiment, désolé encore de le dire, mais facho. Il suffit d'écouter parler, mais alors, par contre, il est amoureux de Macron. Ouais. Mais à un point, c'est invraisemblable. Ouais, mais lui, non, je suis impressionnée, la Macronie, il y a, alors pas tous, mais certains, il y a limite une dévotion. Il y a quelque chose de vraiment sectaire. Un truc, très... Et Carl Olive, lui, je disais à quelqu'un récemment, si demain Macron disait je vous propose de tuer la moitié de l'humanité, etc., machin, le lendemain, il y aurait Carl Olive dans une matinale qui dirait tout à fait. Avec Sarah et Lahiri derrière. Alors que la plupart diraient il a pété un plomb ce Macron, là, là-dessus, je le suis plus. Carl Olive ferait partie des gens qui diraient bien sûr. Mais je pense qu'il est pas tant facho que suiviste, tu vois. Je pense que si Macron devenait marxiste-léniniste demain, mais exactement. Il serait c'est exactement là où je veux en venir, quoi. Il est juste amoureux de Macron. C'est une dinguerie. Je crois que le nom de Sarah El Haïry a été prononcé aussi. Oui, j'allais dire comme Sarah. Enfin, tu vois, c'est leur vraie dévotion, Sarah El Haïry. Pardon. Je viens de penser à Sarah El Haïry, du coup, vu qu'on en parle. Surtout à ses cheveux. Ouais, surtout à ses cheveux. Alors, ça, c'est le truc qui a marqué tout le monde, alors que moi, vraiment, il y a trop de choses pour se focaliser là-dessus. Moi, vraiment, ma vraie découverte de Sarah El Haïry, c'est son débat sur un plateau face à Louis Boyard. C'était avant que Louis Boyard soit député. C'était vraiment quand il était encore représentant étudiant et tout. Et en fait, c'est vraiment Louis Boyard qui n'y arrive pas. Genre, en fait, il se bloque parce que l'autre, elle parle et tout, et il se bloque, et il y a toute une séquence où il est, je suis désolé, mais vraiment, il dit ça sur le plateau, il fait, je suis désolé, mais je comprends rien, ce que vous me dites, c'est vide, de chez vide. Vous dites des mots, ça n'a aucun sens, mais vraiment, et en fait, tu vois qu'il est sincèrement sidéré, genre, sincèrement, qu'il est là en mode, moi je veux bien débattre, mais je n'ai rien pigé. Et moi c'est vraiment, et toute cette séquence, en fait je pourrais pas sortir la logorée d'El Haïry sur cette séquence, mais c'est des trucs habituels, c'est machin. Moi je pense que les jeunes républicains, l'engagement des jeunes, machin, pour le pacte républicain, un truc, et vraiment non mais franchement elle est nulle, c'est incroyable. Elle est vraiment nulle. Elle est nulle, il y a pas d'autre. Moi je l'avais connue par papier écrit de Sarah El Haïry, où elle a fait lever des gamins pour chanter la Marseillaise. Oui. Voilà, moi c'est à partir de ce moment-là, mais je pense qu'elle répète la même chose sur les plateaux depuis des années et que personne réalise qu'elle dit la même chose. Enfin, non, elle est. Mais elle aussi, elle fait partie des gens
leur dévotion c'est pas tant à Macron, elle, c'est au projet macroniste, tu vois, c'est encore un autre délire. Mais c'est vrai, et Gabriel Attal au début était pareil. Maintenant il a pris 20 ans dans la gueule, mais sinon il était un peu dans la même dévotion à Macron. C'est une vraie dévotion. Ouais, mais c'est toute cette équipe de suiveurs un peu. Moi, je pense à Guérini aussi, Stanislas Guérini, qui est un peu comme ça aussi, qui est vraiment, un suiveur de la première heure de Macron et qui serait prêt à le défendre, on a l'impression, en tout cas, sur n'importe quoi. Ouais, mais ça me rappelle un truc qu'on avait fait avec Jules, un épisode sur un espèce de meeting de la majorité présidentielle. Oui, tout à fait, ouais. Et en fait, je me souviens qu'on avait regardé 3 heures de meeting avec Guérini, El Aïri, et que des Macronos un peu nuls, comme ça, un peu second couteau, mais hyper fan de Macron. Et c'était une messe, le truc. Et c'était une messe, et c'était horrible à regarder, surtout. Enfin, il y avait aucun contenu. Ils ont réussi à faire 3 heures de... Il y avait Bayrou qui avait dit un peu des trucs, parce que voilà, il est quand même un peu plus il y avait de bouteille. C'était vraiment, en fait, c'était... on parle d'un truc sans en parler. Genre, notre projet, il est super, mais sans expliquer ce que c'est. Mais tout le monde disait oui, effectivement, ce projet est vraiment super, et c'est ça qui est le plus important. Très beau projet, merci. Bon, d'accord, mais c'est quoi? Et puis c'est pas une adoration people comme pouvait avoir Sarkozy, encore une fois. C'est les petites vieilles, tu sais, qui sont... Là, c'est un truc... Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça, mais ça fait moins groupie, ça fait vraiment, comme tu dis, en messe... vrai, il y a les petites vieilles, elles aiment bien le couple Macron aussi. Ça, je sais que ça... Mais il y a moins l'effet... Je suis d'accord avec ça, il y a moins l'effet LR quand même. Oui, tu vois, l'effet mère de droite, tu vois. Eric Ciotti, pareil. Il y a un côté, je sais pas, beaucoup plus... Non, mais c'est l'effet mère de droite, hein. N'importe quelle commune, il y a un maire de droite. C'est vrai, exactement. Dupont-Aignan, moi, je reviens toujours à Dupont-Aignan à titre personnel en tant que Yaroua. Chacun ses obsessions. Mais oui, non, Macron, il y a un vrai, comme tu dis, je m'en souviens de ce meeting en plus où c'est... comme a dû le dire Louis Boyard, tu comprends pas en fait je comprends pas de quoi il parle, quel projet il parle, c'est c'est... Nous, on avait gardé une phrase de Sarah El Haïry qui disait tous ces partis qui sont comme des boutiques monoproduits qui ne vendent qu'un seul et unique produit. Et là, les fameuses. Là, t'as 2h40 de meeting macroniste dans le bras et t'entends ça et t'es là, bon, écoute, je vais me jeter par la fenêtre, écoutez. Mon épitaphe, ça me demande. Vous savez, les boutiques monoproduits. Ils vendent qu'un seul et unique produit. Et elle avait eu des ouh après, ça l'avait un peu timide, tu vois, genre, tu sens, elle a fait une pause. Donc les gens se disent, elle a fait une pause, donc faut avoir une réaction. C'est le moment d'applaudir. Mais comment réagir? Parce que c'est vraiment ça, quoi. Toute la salle qui fait d'un seul et même ton. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est comme que je veux pas applaudir. Youhou. Exact. C'est réel. Bien. Putain. Il y en avait une nouvelle aussi, j'ai oublié son nom de famille. Priscilla. C'est pas Agresti-Roubache, un truc du genre. Non. Attends, alors, elle, à chaque fois, je sais de qui tu parles, et tu parles de Prisca Thévenot. Prisca Thévenot, pas Priscilla. C'est pareil. Celle-là, c'est pareil. Mais c'est hypnotisant. Là, on est sur une séquence. Alors, on va sortir la liste de l'Assemblée nationale. J'adore on va dire, je la déteste. Je le déteste. À la fin, on arrivera sur Macron. Ah non, mais Prisca Thévenot aussi, c'est pareil. C'est pareil, très, très amoureuse de Macron. Mais elle, je pense qu'elle a plus les dents longues et qu'elle est plus capable d'avoir une trajectoire un peu à elle-même, je pense, en tout cas. Je pense qu'elle est plus dans le calcul. Un peu plus d'ambition. Un peu plus d'ambition, je pense. Et pas juste en tant que je ferai tout pour toi. Puis déjà, je la trouve un peu meilleure dans les débats. Enfin, je peux pas la supporter parce qu'elle est insup, tu vois. Mais par contre, je la trouve vraiment douée dans les débats. Et en tant que politique, je pense qu'elle pourrait aller plus loin que genre El Haïry, tu vois, à mon avis. Je l'ai vu se marrer pendant que le député polynésien là parlait. Ah oui. Mais, et celle dont tu parlais, Agnès, dont j'ai oublié le... Alors, j'ai pas envie de décorcher, je crois que c'est Agresti-Roubache, mais je suis pas sûr. C'est peut-être approximatif ce que j'ai dit. Parce qu'il y en a une qui a une coupe de cheveux horrible aussi. Je me bats sur les cheveux. La blonde là qui était devant les cartes. C'est Sabrina Agresti-Roubache. C'est pas Agnès. Ah oui, non, mais elle agresse des gens à la sortie des écoles, je crois. C'est vrai, il y avait une vidéo, je sais pas si c'est... à vérifier, à fact-checker, mais il me semble que j'avais une vidéo. C'est vraiment sur de la désinformation niveau groupe Facebook. C'est pas elle qui travaille pour Méfiez-vous, cette dame agresse les gens à la sortie des écoles. Non, mais il y avait une vidéo dans le Sud où il me semble qu'elle s'en prenait aux parents d'élèves. Oui, cette vidéo où Sabrina Agresti-Roubache insulte un politique devant une école. Si,
Avec son adversaire à l'élection législative. Alors je vous lis Actu Marseille je fact-check Célia. Okay. C'est ce qui est arrivé, c'est une casserole qui insulte de fils de pute et intimide un parent d'élève devant l'école de leur enfant. Ah ouais, sympa. Un parent d'élève, donc pas un... Mais c'est mais qui est son opposant? Ce dernier, oui, c'est son opposant et un parent d'élève. Ah, d'accord, ok. La phrase était bonne, le contexte n'était pas... Elle agresse bien les gens sur les écoles. C'est fact-checké, c'est réel. Ok, c'est bon. Donc c'est une info. Alors, d'autres affaires Voilà. Attends. Comment va pour Moretti? Il y a un autre truc que j'avais noté, mais j'en ai marre. J'ai envie de passer au truc marrant. C'est l'extrême droite à Lyon, mais du coup, voilà, entre Lyonnais, là... T'as un bon public. Ça fait obligé d'en parler. Ça fait des années. Genre, Gérard Collomb, ça fait vraiment le vieux. Gérard Collomb, en 2012, déjà. À l'époque où il était jeune. Mais il était déjà vieux à l'époque. Et est-ce qu'il a déjà été jeune? Ouais, je me pose la question. Il y a des photos de Gérard Collomb pour une campagne dans les années 60, je crois, parce qu'il a été quand même élu pour la première fois à Lyon dans les années 60. Qui a à peu près la même tête, mais en Qui a à peu près la même tête, mais avec des grosses lunettes. Oui, voilà. Oui, je vois, oui, tout à fait. Si, je l'ai. Oui. Alors c'est rigolo parce que c'est un truc pour que les gens retraitent à 60 ans, je sais plus quoi. Mais en tout cas, non, déjà sous Collomb, l'histoire de l'extrême droite, alors j'ai l'impression que les écolos prennent un peu plus le problème au sérieux. Dans mes souvenirs, la mairie sous Collomb communiquait plus rarement sur les groupes d'extrême droite. De temps en temps, pour marquer le pas, ils disaient bon, on va fermer le local. Mais au final, les mairies, en tant que telles, elles peuvent pas grand-chose. Ça dépend des préfectures, ça dépend de l'État. Ce qui se passe, c'est que les groupes sont dissous. Mais les locaux sont pas fermés, donc ils recréent un groupe qui s'appelle autrement. Exactement. Ils restent dans le même local et ça fait des années que le problème est là. Ça fait des années qu'il y a des descentes, qu'il y a des ratonnades, qu'il y a des agressions de personnes racisées ou de militants de gauche. C'est insupportable. Et puis ça donne une réputation horrible à la ville, alors qu'il y a tout un tas de gens qui habitent dedans et qui aimeraient bien juste ne plus avoir à éviter certains quartiers quand ils sont engagés dans quand ils sont engagés à gauche. Enfin voilà quoi, c'est quand même assez infini. Non, puis en plus ça coïncide avec la dissolution du groupe Antifa à Lyon. En plus, ça arrivait au même moment. Ouais, la Gale. Voilà, la Gale, tout à fait. Et effectivement, comme tu l'as très justement dit, ça fait des années. Collomb, je crois que les écolos font pareil. Il y a cette petite technique de micro-harcèlement, de les fermer pour un problème incendie, pour un truc comme ça, qui dure pas. Et par contre, par rapport à avant, effectivement, il y avait des groupes plus distincts et plus identifiables, puisque pour le coup, j'ai un peu fait des recherches sur eux. Maintenant, ils sont une multitude de tout petits groupes. C'est leur technique. C'est par exemple l'agression qui s'est passée. Je savais pas de qui ça pouvait venir, mais oui, parce qu'en fait, pour revenir là-dessus, donc le week-end dernier, il y a eu vraiment une agression préméditée en grosse bande d'un groupe d'extrême droite qui allait attaquer la Maison des Passages, dans le Vieux-Lyon. Donc ce qui est le quartier où se trouvent les locaux d'extrême droite aussi. Ok. Et donc il y avait une espèce de petite conférence sur la Palestine. La Palestine, etc. C'était Collectif Palestine 69 qui organisait une conférence avec un médecin qui travaille à Gaza. Et le public, c'était majoritairement des familles et surtout énormément de personnes âgées. Parce que c'était un petit machin, c'était pas... c'était vraiment... Non, mais ils ont vu marquer Palestine et ils sont allés là au clash, quoi. Voilà, après ils connaissent la Maison des Passages aussi. Enfin, c'est pas un très grand quartier Vieux-Lyon et ils le considèrent comme leur quartier, leur territoire encore plus que les autres. Et effectivement, mais ça a été très 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 violent. Et surtout, après ils se sont baladés. Enfin, c'est la confiance qu'ils prennent. Vraiment, ils se baladent en hurlant. Nouveau slogan d'ailleurs, slogan inédit. Je l'avais jamais entendu celui-là. Et enfin, la France est à nous, machin, un truc comme ça. Et ils ont une confiance. Ils ont agressé d'autres gens après dans le Vieux-Lyon, ce qui arrivait avant. Mais comment dire, c'était quand même moins. Maintenant, il y a les réseaux et tout ça, mais c'était quand même moins médiatisé. Et mais nous, enfin, moi, j'ai grandi à Lyon et effectivement, quand j'étais adolescente, il y a la montée, là où ils sont, la montée du change. On n'y passe pas, on passe pas. Parce que voilà, et puis mais le truc, c'est maintenant la mise en scène, tu vois, ils sont très fiers. Je crois qu'il s'appelle le Guignol Squad là cette fois, ce groupe-là, et ils s'affichent très fièrement. Oui, c'est un groupe Telegram. Voilà, c'est ça, voilà. Mais tu vois, ils changent tout le temps. Avant, c'était quand même très identifié. Bon, t'avais le blog, t'avais des trucs comme ça. Puis il y avait quand même des leaders, alors pas charismatiques du tout, mais qui ressortaient. Il y avait les Gabriac, les Benedetti, les trucs. Puis il y avait des trucs un peu rigolos parce qu'ils étaient pas forcément beaucoup, mais voilà. Maintenant, ils sont beaucoup, ils sont très dangereux et voilà quoi. Ils sont probablement au moins une cinquantaine. Ouais, c'est le nombre, moi, qui me. Parce que Gabriac et Benedetti, c'était une. Ouais. Puis des blagues, quoi. Enfin, il y avait eu cette conférence de presse mythique où ils pouvaient pas être dans la même pièce à cause de, je sais plus, il y avait un truc juridique et du coup ils s'étaient alternés. Enfin,
parce qu'ils étaient 10 dans leur groupe. Là, maintenant, effectivement, ils sont... En fait, c'est une salle de boxe, leur salle, Voilà, bar, salle de boxe. D'ailleurs, il y a des avis de touristes qui se sont tombés dans le bar et qui disent j'ai été très mal accueilli dans cet endroit sur Google, si vous allez voir. Mais le but avant, c'était de dégrader le lieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'antifas qui allaient balancer de la peinture, des trucs comme ça dessus. Ils avaient mis des briques devant une porte. Oui, aussi. voilà. Sauf qu'il y avait l'entrée de l'immeuble aussi, en plus de l'entrée du local. Mais, mais ce qui m'a fait un peu rire, ironiquement, au moment après l'attaque de la Maison des Passages, c'est qu'en fait, les policiers sont arrivés, donc ils étaient déjà partis, évidemment. C'est ça le truc, ouais. En fait, j'allais juste parler de ça. La question qui se posait aussi, c'est le temps d'intervention. Plus d'une heure après. La police, quoi. Plus d'une heure, alors qu'on est quand même en ville, quoi. On n'est pas très loin d'un commissariat. Pardon, mais Lyon est pas immense. Ouais, j'adore ma ville. Mais... C'est pas très grand. Enfin, les zones où les gens sont à Lyon, le centre, c'est vraiment, on peut le faire à pied, quoi. Et les policiers sont arrivés donc très en retard. Alors le truc qui m'a un peu fait rire jaune, c'est que quand ils sont arrivés, le service de sécurité a cru que c'était les fascistes qui revenaient parce que ils étaient en civil. Et donc en fait ils ont essayé, je pense, de s'en prendre à eux. Et du coup c'est les mecs de la sécurité qui se sont fait arrêter, de la sécurité de la conférence Palestine. Ah c'est pour ça. Ok, d'accord, c'est pour ça. Okay. Et c'est pour ça qu'on a pu lire les policiers sont arrivés, ils ont arrêté des militants. Donc moi ce que j'ai lu, c'est que vraiment ils les ont pris pour des fachos qui revenaient. Donc voilà, pas de commentaires plus que ça. Je pense que ça parle, ça parle de soi-même. Une erreur. Une erreur. C'était le soir, on voit pas très bien. Oui, voilà. Ça arrive. C'était la même personne. C'était la voilà. C'était un peu la même situation. Peut-être que c'était juste changé entre temps. Très bien. C'est pour ça que ça s'appelle la montée du change, parce que c'est. Voilà. C'est plus rapide pour changer. Il y a des petits buissons. Alors, je vous propose des petites devinettes sur l'actualité. Des galéjades. Des galéjades pour se détendre un petit peu. On gagne des trucs ou pas? Bien sûr. Tu gagnes des petites torsades aux olives. Ça me va. Un pot de guacamole doux. Notamment. Donc on n'y touche pas avant d'être sûr d'avoir gagné quand même. Alors, Gabriel Attal. Oh. Oui. Déjà, oui. Gabriel Attal, figurez-vous qu'il appelle à un sursaut collectif. Moi, je sens que Host va tout connaître parce que... Non, c'est pas sûr. Gabriel Attal appelle à un sursaut collectif et met en garde contre une catastrophe sanitaire. De quoi parle-t-il ? C'était dans le Parisien du jour. C'était les punaises de lit. Eh bien non. C'est marrant, c'est vraiment qu'il essaye de revenir là-dessus. S'il vous plaît. Je trouve qu'on s'est un peu égaré depuis un mois et demi là, avec divers sujets internationaux ou autres. Les punaises de lit, s'il vous plaît. Mais est-ce que c'est un sujet qui paraît peu important et c'est pour ça que tu nous la poses sur le ton de la galéjade? Alors ça peut être un sujet important. Pour certaines personnes, c'est un sujet important. Pour d'autres, c'est à relativiser. Est-ce que ça concerne son ministère en rapport avec les Il y a un rapport avec son ministère. Est-ce que c'est le e-sport? Non, ce n'est pas le e-sport. On va dire qu'il peut y avoir un léger lien, mais bon. Ne pars pas là-dessus. Un rapport avec l'éducation nationale directement, avec l'école? Ça a un rapport avec l'école, c'est pas 100% lié à l'école, mais du coup, ça en fait partie. C'est un truc que les enfants font en ce moment qui est à la mode ou un truc comme ça? Alors, c'est un truc que les enfants font de plus en plus, mais c'est pas une question de mode particulièrement. Alors là, ouais, non, Puis Gabriel Attal, quoi, donc faut pas aller trop loin non plus. Je vois pas. Bon, bah, perdu. Non, posez des questions. C'est perdu. L'anti-jeu. Les hand spinners. Oui. Petit retard. Le Harlem Shake. Ce truc là, dans les cours de récré, on sait jamais si jamais il les lâche et que ça percute en front. S'ils font de la tectonique avec, ça va partir très vite. Non. C'est beaucoup plus. En fait, c'est beaucoup plus général. C'est pas genre un truc. Il dit vraiment. Il parle d'une catastrophe sanitaire. Les gens qui éternuent dans les cours de récréation. Ouais. Non. Donc sanitaire, est-ce que ça a un lien avec une maladie directement? Ça a pas de lien avec l'hygiène. Okay. Ça a un lien avec la santé, évidemment, mais pas à proprement parler une maladie. En fait, c'est le lien avec la maladie en question, il va chercher un peu loin. Mais bon, voilà. Là, je vous ai vraiment mis sur la voie à fond et pas du tout égaré. Non mais là...
Ouais, là, ouais. Est-ce que ça a un lien avec le régime d'Augusto Pinochet au Chili? Non. Ok. Aucun. Non, je me doutais. Ouais, non, mais voilà. C'était juste pour être sûr. Voilà, ça, mine de rien, ça élimine. Non, ça élimine un truc, quoi. Toujours bien, ouais. Toujours bien. Disons que c'est quelque chose qui concerne les enfants en règle générale, mais qui a une partie à l'école et lui pourrait faire quelque chose dans son ministère pour changer ça. Nul à chier. Le niveau des élèves... Mais non, c'est pas une maladie. C'est pas une question de niveau des élèves. C'est une installation qu'il y a dans les cours de récré C'est pas une installation qu'il y a dans les cours de récré, mais à l'intérieur... Ça peut te mettre sur la voie. Les humidificateurs d'air, les purificateurs d'air. Non, pas du tout. Ça aurait pu, et ça aurait rentré parfaitement là-dedans. Mais non, ce n'est pas ça, étrangement. Le sursaut collectif et la catastrophe sanitaire probable qui peut arriver n'a aucun rapport avec les purificateurs d'air selon Gabriel Attal. Ça, c'est OK. Donc c'est un équipement dans les salles de classe, par exemple. Disons qu'un équipement dans les salles de classe fait partie de ce sujet global qu'il a abordé. Ah, les problèmes de dos, non, les chaises, la craie. Non. Mais alors, la craie, t'es pas loin, mais sauf qu'on est en 2023. Les marqueurs. Non, on est en 2023. Les tablettes tactiles. Les tablettes tactiles. C'est ça, les tablettes tactiles sont là. Attention. Oui, voilà, nous sommes très vieux. Nous sommes très vieux. Les craies. Non, attends, est-ce que je peux aller racheter les éponges? Vraiment, les feutres. J'ai exactement pensé au feu. Bah oui. Non, ouais, tout ce qui est, les écrans, en fait. L'utilisation des écrans à la fois par les enfants à la maison, etc., mais également de plus en plus à l'école, ce qui fait que c'est un cercle vicieux, parce qu'ils sont à l'école, ils utilisent les écrans, et après ils arrivent à la maison, ils disent c'est génial, les écrans, j'en veux plein. J'adore. Mais tu sais que c'est un vrai problème pour le développement chez les enfants très jeunes. Alors chez les enfants très jeunes, oui, effectivement. Mais là, du coup, c'est même collège-lycée, quoi. En gros, l'idée, c'est de vraiment revenir parce qu'aujourd'hui, alors, déjà, il y a une espèce un peu d'idée reçue, comme quoi ils sont tous sur des tablettes, etc. Bon, c'est pas vrai, il y a encore des cahiers, il y a encore des copies doubles. Des craies de moins en moins, mais ça existe encore. Mais je sais que dans les salles de classe, collège-lycée, il y a quand même à peu près partout des vidéoprojecteurs dans les salles. Donc il y a toujours un tableau avec des feutres, mais tous les rétroprojecteurs où tu places les les rétroprojecteurs avec les feuilles transparentes. Non, là c'est vraiment vidéoprojecteur. Ça projette directement de la vidéo depuis l'ordi du prof. C'est fou la technologie. L'investissement, et donc voilà. Il n'y a pas de formation pour enlever la souris de l'écran d'ailleurs dans l'éducation nationale. C'est interdit. Le plein d'écran n'a toujours pas été découvert. Ça marche pas. Il y a un business à lancer là, si vous voulez, en fond d'une entreprise. Quand j'étais petit, c'était aussi la télécommande du petit meuble télé là, la télécommande qui était vraiment un poste de contrôle de centrale nucléaire pour les profs qui arrivent. Oula, alors cette vidéo de C'est pas sorcier, donc. Et si tu les aidais une fois, c'était foutu. Tu les aidais toute l'année. Ah bah tiens. Le petit génie en informatique. Le petit génie, tiens. Steve Jobs. Allez. Non, l'utilisation des écrans. Alors il y a un collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école. Bon, je pense que c'est un peu réac. C'est très long. Je suis sûr que ces gens sont tous sur Facebook toute la journée. Je le sais avec le nom du groupe. Donc le collectif de lutte contre l'invasion numérique à l'école qui s'appelle la colline. Un petit acronyme. Voilà. Mais je visualise des smileys énervés dans le nom du truc. Ouais, la photo du groupe Facebook, c'est un écran barré, il y a marqué non. Et ils sont tous anti-vax. Non. Oui, étrangement. Oui, je pense qu'ils portent des petits chapeaux en alu contre les ondes de leur Linky, du Linky du voisin, parce que le nôtre, évidemment. Voilà, ils l'ont cassé. Le leur, regardez ce qu'ils ont fait à Raoult. Alors, il dénonce. Des centaines de millions sont dépensés pour équiper les élèves de tablettes et d'ordinateurs avec lesquels ils sont obligés de travailler à l'école et à la maison, et qui entrent dans leur chambre sans que nous puissions nous y opposer, puisque c'est pour faire ses devoirs. La syntaxe, j'ai pris telle quelle. La syntaxe, elle est très très mauvaise, mais c'était marqué comme ça. Je sais pas si c'est une... C'est Attal qui a parlé comme ça. Faut y Alors penser. là, en l'occurrence, c'est la colline, du coup. Mais du coup, Attal, il a rencontré ces collectifs, etc. Il est matrixé, du coup. Ouais, j'ai l'impression. Et après, il est un peu réac là-dessus aussi, Attal, quand je l'entends parler. Pourtant, il est quand même assez jeune. Je crois qu'il a 35 ans. 35-36. Et
voilà. Il y a une des cofondatrices de ce collectif qui s'appelle Julie Perel, qui est une mère d'élèves également, qui a dit cette phrase que j'ai adorée parce que j'imagine la situation. Lorsqu'il était en 5e, mon fils était très stressé car il se connectait toute la soirée au logiciel Pronote à cause des... Alors, le logiciel Pronote, c'est le truc... Maintenant, si vous avez des frères et sœurs ou des enfants qui sont actuellement au collège ou au lycée, vous connaissez Pronote, c'est l'interface L'internet des élèves. C'est l'internet, voilà, c'est l'intranet. C'est un gros carnet de correspondance en ligne. L'intranet externe. Voilà, exactement. Quel horrible. C'est horrible. Carnet de correspondance des élèves, exactement. C'est là où il y a les notes, c'est là où il y a les heures de colle qui tombent, machin, les devoirs, tout. Toute l'interface. Donc mon fils était très stressé car il se connectait toute la soirée au logiciel Pronote à cause des devoirs qui tombaient à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, il n'en dormait plus. Alors, c'est pas la colline, c'est la colline du crack. J'imagine vraiment l'enfant qui est là. Pronote. Maman, rends-moi la tablette sur Pronote. Mais c'est le pôle emploi des enfants, ce truc, j'ai l'impression. Peut-être juste qu'il avait la tablette dans sa chambre et à chaque fois qu'elle le grillait, il fait qu'est-ce que tu fais? Je te suis sur Pronote. Ça me rappelle une anecdote du même type que j'avais. C'est sûr que c'est ça, une anecdote du même type. Il y avait je sais plus dans quel contexte, mais il y avait une espèce de réunion et on parlait d'un thème sur les écrans justement. Et il y a une dame qui avait un enfant qui a dit ouais, moi mon fils, c'est dangereux les ordinateurs parce qu'une fois il a téléchargé un jeu et il y avait du porno dedans. Ouais, il a mis du porno dans son jeu, quoi. Ça rend mon fils complètement fou parce que dès que j'ouvre la porte de sa chambre, je vois qu'il est sur son bureau Windows à ne regarder rien du tout. À regarder un bureau vide. À regarder les icônes. À bouger ses dossiers. Ça ou la page d'accueil. Il y a du porno dans Pronote. Il y a du porno dans Pronote. Un virus. Donc voilà. Julie, ouais. Julie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Parce que parlons désormais de Annie Dingo. J'adore dire Annie Dingo, ça m'énerve parce que je sais de qui ça part. Mais oui, ça part. Oui. Mais je trouve que ça lui va pas si mal, c'est ça qui est terrible. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est les mêmes qu'on trouvait Micron, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Si un jour je la rencontre, je peux dire bonjour Annie. Ouais. Je peux me tromper. Madame Dingo. C'est terrible. Bon, est-ce que vous avez vu, alors, après les trottinettes libre-service, quelle votation prépare-t-elle aux Parisiens et aux Parisiennes? Il a dit votation. Votation, taxer les SUV, non? Comme ça. C'est une votation. Taxer les SUV. Très bonne réponse. J'ai vu ce matin aussi. Voilà, je m'ai pris de vitesse. Voilà. Car je suis suisse. Oui, tout à fait. Sur les SUV, taxer les SUV. Alors... Non, pour la petite anecdote, Anne Hidalgo ressemble très pour très à ma mère. Donc en fait, oui. Et ma mère a un peu pété un plomb là-dessus. Du coup, elle s'identifie un peu à Anne Hidalgo. Donc j'ai toutes les infos d'Anne Hidalgo quasiment en temps réel. C'est un peu le Gabriel Actu, le compte Twitter Gabriel Actu. Mais c'est ma mère par WhatsApp. Donc j'ai eu ce matin. Oui. Ah, mais elle est devenue. Alors elle la déteste, mais je ne sais pas. Je pense qu'à chaque fois qu'elle la voit, elle se dit c'est moi, donc Actu, donc elle me l'envoie. C'est vrai qu'elle lui ressemble énormément et en plus on est du même coin à Lyon, mais oui, donc là je l'ai su, je pense avant même le Parisien que Anne Hidalgo elle est taxée SUV. Voilà, c'était la petite info personnelle. C'est déjà arrivé qu'on la prenne pour Anne Hidalgo? C'est pas à ce point-là? Non, peut-être pas à ce point-là, c'est plus les airs, et même si physiquement c'est une petite dame avec un carré et des lunettes brunes en vrai, mais il y a des airs de... C'est plus le projet politique, c'est quoi? Voilà. Partir à Tahiti. Elle a fait beaucoup pour la ville de Paris. Voilà. Ouais, elle s'identifie beaucoup. T'es marrant de faire des piscines là pendant la nuit. Voilà, elle a transformé la rue de Rivoli. Non, mais voilà. Alors, sur les SUV, donc oui ou non sur taxe. En fait, c'est pas taxer les SUV parce qu'elle peut pas taxer les SUV. C'est en fait faire des forfaits de stationnement pour donc certains types de véhicules donc qui correspondent aux SUV beaucoup plus cher et de rendre ça beaucoup plus impossible de se garer à Paris en SUV. Mais j'ai vu le petit mais qui fait que on s'en fout complètement. C'est que apparemment ça ne devrait pas concerner les Parisiens.
Donc en fait, l'idée c'est que voilà quoi, c'est d'arrêter les gens qui viennent. Mais en fait, les Parisiens, comme ils ont déjà, qu'elle ferme la ville à ce niveau, je pense qu'il faut. Non mais voilà, mais en fait, le truc c'est que en vrai, les SUV dans Paris, ce qui n'a aucun sens, parce que c'est des trucs, c'est quasiment des 4x4. C'est des Parisiens qui habitent à Paris et qui utilisent leur SUV pour faire des trajets dans Paris. Je comprends pas quand même. Non, c'est incroyable. Et après ils vont rager. Après, ils font. J'ai mis 45 minutes à faire porte-maillot jusqu'à Opéra. Oui, bah oui. Mais pourquoi tu fais ça Prends le métro sur 5 stations. Déjà, moi, quand j'étais à Lyon, je conduisais pas quasiment pas en ville. Mais là, je vois des gens à Paris en mode on peut plus conduire. Mais tu n'as jamais pu conduire. Oui, c'est une ville, c'est normal. Les éditorialistes, ils aiment bien faire des tweets où tu les vois, ils prennent en photo depuis, en général, leur taxi. Tu vois bien qu'ils sont pas sur le siège conducteur, dans les bouchons pour dire merci Hidalgo. 1h30 dans une ville. 1h30 pour aller de là à là, oui. Fais autrement, je sais pas. Peut-être. Métro. Et c'est terrible. Je suis allé. Là, il y a 2-3 semaines, à Hip Hop Symphonique, qui est un truc organisé par Move, et donc c'est à la Maison de la Radio, à l'auditorium de Radio France. Et donc c'est en plein 16e, pour les gens qui veulent une petite géographie parisienne. C'est en plein 16e, et donc je suis descendu à la station Ranelagh pour marcher jusqu'à la Maison de la Radio. Donc je traverse tout ce petit quartier-là, et je suis passé à côté d'une zone, en fait, dans la rue où il y avait plusieurs bornes de recharge de véhicules électriques, vraiment le long de la rue, et c'était que des énormissimes SUV électriques qui étaient garés là en train d'être chargés. Je me dis vraiment, les gens ont acheté ça en se disant je suis vraiment génial, je suis très vertueux, ont sûrement en plus gratté des milliers d'euros d'aide à l'achat, parce que il y a plein d'aides dès que t'achètes un véhicule électrique, surtout si tu convertis autre chose et tout. Et évidemment, vu le prix de ces trucs, ils ont dû avoir l'aide maxi plafonnée, au niveau du plafond. Ça marche, mais oui. Ça, je sais. Bon, en général, c'est un truc du genre. Toutes les aides, hein. Oui, exactement. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est littéralement une aide, une aide d'État, machin. Puis je découvre que du coup, il y a des SUV électriques, tu vois. Ouais, il y a des SUV. Alors oui, il y a des SUV électriques, mais ça coûte une blinde. Et voilà quoi, c'est des trucs. Comment tu fais pour polluer du coup quand tu roules? En fait, il y a un petit truc à côté dans lequel tu mets du charbon. Ah, ça va. Et tu les balances. Voilà, le véhicule roule à l'électrique, mais à côté, tu peux quand même, si tu veux, faire brûler un peu de charbon sur le côté, histoire de... Un poêle à bois sur le toit. Mais je sais qu'il y en a même avec des moteurs qui simulent un bruit, parce que ça manque aux gens. Ils disent, ouais, j'aimerais bien passer électrique, mais quand même, vroom. Ouais. Après, un petit bruit, c'est pas plus mal pour des raisons de sécurité. Oui, d'ailleurs, c'est obligatoire. Ouais. C'est obligatoire, ça fait un petit... Le petit qu'on entend des véhicules électriques, c'est vraiment... ça sort d'un haut-parleur, en fait. Moi, je croyais que c'était... oui, ce que j'ai Parce que la Tesla, on l'entend vraiment pas. Enfin, j'ai vu une fois une Tesla dans Paris aussi, et je l'ai pas entendu. Je sais que les Zoé ou les Toyota électriques, là, hybrides, quand c'est en monnaie électrique, on entend vraiment le... Et Tesla, je croise pas assez de Tesla. Une fois, j'étais un peu ça existe, c'est vrai. C'est pas que sur Twitter. Moi, j'en vais assez souvent, mais c'est parce que je vais en Haute-Savoie souvent. Oui, c'est pour ça. C'est ça. C'est des Tesla avec les gilets jaunes sur le volant, côté du volant. C'est la Haute-Savoie, quoi. Donc, si vous avez un SUV, attention. Anne Hidalgo va venir vous prendre. Attention. D'ailleurs, ils ont dit que c'est que les socialistes allaient saisir les SUV de chaque personne qui avait un SUV, en fait. Mais pas que dans Paris, d'ailleurs. Ah, partout, ok. Dans toute la France, oui. Ils ont dit on les saisit, on les brûle. Beau projet. Je crois que c'est vérifié. Attendez, je regarde sur mon téléphone. Là, c'est bon, c'est le cas. Ok, c'est bon, je peux ne pas couper. L'info a été vérifiée. Ça va. Un peu moins de montage à faire. On est que sur du fact-checking. Est-ce que vous avez vu qu'est-ce que tentent de sauver les eurodéputés français? C'est pas un truc qu'on n'est pas censé sauver, normalement? Oh si, on peut essayer de le sauver. Ok. Un truc qui est menacé par l'Europe. Et les eurodéputés français... Oui, je sais, c'est les boîtes de camembert. Je m'attendais pas. Précise ta réponse. C'est les boîtes de camembert en bois. Exactement. Et alors apparemment... L'info est vraie? Oui, l'info est vraie. Alors, voilà, en fait, l'Europe cherche à réguler ça
un amendement. Alors attends. L'obligation de recyclage ne s'applique pas. Oui, voilà, parce qu'il y a en fait une obligation de recyclage qui ferait que en fait ça serait trop compliqué de les produire. Sauf que du coup, voilà, ça concernerait les boîtes de camembert qui sont en bois, mais également les trucs du style bourriche d'huître ou encore barquettes de fraises vendues dans le commerce dans des contenants en bois et qui apparemment ne répondent pas aux exigences de l'Europe sur le recyclage. Et donc, Frexit, hein. J'étais pas convaincu et pourtant j'en ai écouté des conférences de 3 heures d'Asselineau mais là il me suffisait juste ce petit truc en plus. Il a eu la vista. Mais apparemment, je vois un article du Monde qui s'appelle Camembert, histoire d'une fake news sur la fin de la boîte en bois. Donc il y a peut-être... Tu t'es auto-fact-checké en direct. Le règlement européen portant sur les emballages alimentaires et la réduction de leur impact environnemental prévoit notamment la fin des emballages en bois pour les fromages. Mais celui-ci ne s'appliquera pas aux produits sous indication géographique protégée et appellation d'origine contrôlée. Oui, puis déjà toutes les dérogations de tout, les dès que t'es AOP, t'as le droit de vendre ton fameux camembert à la merde. Voilà. Traditionnel, c'est ok. Donc voilà, soyez rassurés si vraiment vous étiez inquiets. C'était du populisme gratuit, c'est scandaleux. Je m'inscris en faux. J'étais un peu inquiète quand même. Ouais, moi aussi, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, c'est ça. Je voulais savoir qui allait mener la bataille. Moi, je voyais bien une Nadine Morano là-dedans. Ouais, parce que du camembert dans une boîte en plastique, on des Anglais. Mais je crois que c'était vraiment les eurodéputés Renew, donc Renaissance, qui ont déposé un amendement pour que que ça concerne pas ça. Oui, c'est ça. Des eurodéputés français ont déposé des amendements pour exclure les traditionnels emballages en bois des boîtes de camembert d'un règlement. Donc en fait, ils sont un peu genre. News, en fait. Ouais, mais c'est à moitié quoi. C'est à moitié une fake news, donc c'est ok. Je vote Macron. On garde. Cela fait partie de notre terroir pour l'affinage, pour le goût. Je parle à tous les Normands. Ils savent très bien que cette petite boîte en bois léger permet d'avoir un meilleur goût. A-t-elle encore plaidé? Alors, on parle de qui? On parle de Stéphanie Yoncourtin, originaire de Normandie, eurodéputée macroniste. Ouais, je sais pas qui c'est. C'est son groupe qui a déposé cet amendement. Donc, pour que ça ne s'applique ni aux emballages en bois, ni aux emballages en cire, qui concernent notamment le Babybel. Ouais. Bien évidemment. Plus important que le camembert. Et le kirsch de Fougerolles aussi. Qui a un seau en cire sur le haut de la bouteille, ce qui fait que c'est le kirsch de Fougerolles AOP. Ah oui, qu'ils n'auraient pas le droit de mettre ce truc-là pour sceller Pour sceller d'autres choses. Si tu scelles un kirsch avec ça, c'est censé être de l'AOP Fougerolles, tu vois. La Haute-Saône, tout ça, le kirsch. Donc, c'est la fin de mes petites devinettes, figurez-vous. On va passer au jeu que j'ai préparé. Jeu que j'ai préparé pour vous. Ça concerne une personnalité que je pense vous appréciez tous les deux. Célia, tu as beaucoup parlé de... Nicolas Sarkozy. Exactement. Mais ce n'est pas Nicolas Sarkozy. Mais alors qui d'autre? Une personnalité nationale, personnalité lyonnaise? Personnalité nationale. Non, c'est pas lyonnais. C'est vraiment actuellement en poste? Non, du tout. Jacques Chirac. Tout. Il aimerait. Il est mort ou pas? Il aimerait Manuel Valls? Exactement, bien sûr. Bien sûr. Il est vivant. Mais oui, Manuel Valls, enfin, tu l'avais oublié un petit peu. Non, pas du tout, parce qu'il était là dimanche aussi, parmi la foule à la marche. Il était bien évidemment là, et il a refait 3 France Info la semaine dernière, pour info. Voilà, non, il est là, il est bien là. Eh bien, écoutez, alors, la semaine dernière, j'avais trouvé un livre par terre. Bizarrement, le livre de... C'est montré. de Ludivine Bassini. Ludivine Bantigny. Nora Bussini. Oui, j'ai confondu. Ouais, j'ai mélangé une personne beaucoup plus respectable, Nora Bussini. Pardon. Perruque rose. N'importe quoi. Oui, perruque rose. Oui, le wokisme. Oui. J'ai infiltré les wokistes pendant un an. On parlait de ça dans le dernier épisode. Là, j'ai un livre que j'ai ici. Mon Dieu. Donc, c'est un livre. Non mais qu'est-ce que c'est que cette couverture Incroyable, tout y est. Tout
tout est bien. Donc, décrivons un peu cette couverture. Donc, c'est Manuel Valls sous la forme d'un livre d'entretien avec Claude Askolovitch. Le livre s'appelle « Pour en finir avec le vieux socialisme, 3 petits points, et être enfin de gauche ». Point d'exclamation. Je peux faire un petit point graphisme également. Oui, bien sûr. Alors, la couverture est de couleur un peu beige crème, tu vois, un peu dégueulasse. Peut-être qu'il est juste vieux. Non, je pense qu'il est vieux, tu penses, ou c'est une couleur? Non, je pense que je me suis dit, il a peut-être jauni, mais je pense Non, que c'est c'est plus original. Une photo de Manuel Valls qui est positionnée très bizarrement, d'ailleurs, vraiment très resserré, milieu gauche très resserré du livre, et c'est écrit en violet et bleu. Manuel Valls violet, Claude Askolovitch bleu. Pour en finir avec le vieux socialisme, il y a 3 petits points à la fin, ce qui est quand même très Facebook, et être enfant de gauche en violet à côté. Et après, il n'y a rien sur tout le reste de la couverture, c'est très bizarre. C'est vrai qu'il n'y a rien, mais c'est la place pour mettre le petit bandeau rouge, je pense. Tout le monde le déteste. Banni de Alors, 2 ça pays. date de 2008, figurez-vous. Donc c'était peut-être marqué « Vous allez le détester ». Découvrez l'homme que vous allez sûrement détester d'ici 10 ans. Il arrive. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc, alors c'est des entretiens. Alors, le truc, c'est que moi, j'avais récupéré ce bouquin, je m'étais dit, je vais en faire un truc pour le podcast, etc. Et je me suis beaucoup trop hypé sur ce bouquin. Vraiment, je me suis dit, ouais, je vais le lire ironiquement et ça va être très drôle. Donc, ça date de 2008. Donc, petite mise en contexte, 2008, Nicolas Sarkozy, toujours lui, est élu président de la République depuis 1 an. Manuel Valls n'est que simple maire d'Évry. Et député, je crois qu'il a été député. Ouais, tu pouvais être député maire. Il était député maire. Il était député maire d'Évry. Juste, tout à fait. Député maire d'Évry, 45 ans, Manuel Valls, et donc évidemment pas encore ministre, pas encore tout ça. Voilà, et il y avait eu la campagne de Ségolène Royal 1 an avant face à Nicolas Sarkozy, à laquelle Manuel Valls avait participé, mais en mettant un petit orteil vite fait comme ça, et en fait en étant assez critique. Et voilà, il revient là-dessus. Donc ce sont des entretiens avec. C'est des entretiens, c'est juste des. C'est nul. Non, des onomatopées. Quand je disais que je m'étais beaucoup trop hypé, vraiment, je me suis dit, il va y avoir des trucs marrants et tout à relire aujourd'hui. Et en vrai, c'était une purge. Mais j'ai précisé la 4e de couverture. Alors, les 4e de couverture, oui, bah c'est 2 petits extraits. L'homme qui veut changer la gauche. Ah oui, bien sûr, oui, c'est titré L'homme qui veut changer la gauche. Quelque part, il l'a un peu fait. Hein, c'est vrai. Pour le pire, mais. C'est vrai. Mais après, dans le bouquin, il est assez clair sur ses intentions. Hein. Mais c'est vrai qu'il a un peu changé la gauche. Si on prend un peu 2016, un peu comme point de rupture, hein, la loi travail, etc., et puis son ralliement à Macron. La répression, oui, et puis c'est ça. Après la signature de... Reste le moment le plus drôle quand il n'arrivait pas à s'inscrire sur le site et il a appelé pour dire je clique, ça ne marche. Alors, je repense souvent à ça. Moi aussi, très souvent. Parce que, alors, petite explication, c'était au moment des législatives de 2017, donc Macron venait d'arriver. Le problème, c'est qu'il manquait quand même pas mal de... Complètement. Parce que comme il arrivait tout seul avec son projet, mais qui concernait que lui et 2-3 suiveurs, il lui manquait quand même une majorité. Donc il y avait le côté, oui, non, mais ça va être la société civile, ce qui est bien pratique quand t'as personne qui est derrière toi. Et En Marche, à l'époque, ils avaient lancé un petit site pour en fait proposer sa candidature sous l'étiquette macroniste. Et Emmanuel Valls avait apparemment essayé de s'inscrire sur le site. Mais ça ne marchait pas. Et avait dit je clique, mais ça ne marche pas. Il avait appelé un des responsables EM à l'époque. La hotline du site pour s'inscrire pour être candidat macroniste. Évidemment, la hotline a appelé le canard enchaîné. Direct. C'était le Lab européen qui l'avait sorti. Je me souvenais plus de ça. Si, c'était vraiment, mais je ne comprends pas. Je sais plus qui était le. Il a fait un article, du Lab. Il y a un article du Lab européen. Et en fait, le truc, c'est que c'est illustré avec une photo de Manuel Valls qui devait visiter genre un centre des impôts et tout et tester une borne informatique, tu vois. Donc, mais t'as vraiment l'impression que la photo a été prise au moment. Attends, je tape Manuel Valls, je clique, mais ça ne marche pas. Et c'est vraiment ça. Oui, j'ai un screenshot, voilà. C'était ça, l'article. La photo est incroyable. Exactement ça. Manuel Valls tentant de valider sa candidature En Marche, Je clique, mais ça ne marche pas avec cette photo.
La photo est incroyable. La photo, c'est vraiment donc Manuel Valls très concentré devant un ordinateur avec un petit casque micro. Et pris en contre-plongée de façon... De magnifiques couleurs aussi. Pardon. Je mettrai dans la description du podcast un lien vers ce screenshot, bien évidemment. C'est très important. Pour l'histoire. Donc, Manuel Valls, revenons en 2008. Throwback. C'est une cassette qui se rembobine. Yo, on est en 2008. Ce que je vous propose, c'est que j'ai mis quelques... Je cherchais une idée, mais j'ai pas eu d'idée. En fait, je cherchais ce qu'on disait en 2008. Moi aussi, je cherchais, mais j'ai recommencé ma Swag, ça arrivait après. C'était 2010, 2010, hein, là, 2010, là, les lunettes, LMFAO, les moustaches sur les doigts. Moustache sur les doigts. Ah, la Tectonique, on en sortait. Tectonique 2007. Ouais, on en sortait. 2007, ouais. Secret Story. Oui, toujours. C'était encore un petit peu, voilà. Ouais. François Fillon. Hélas toujours. Jean-Pierre Raffarin. ASMR, nom d'ancien ministre. Sous Spécac. J'ai pas Bernard Kouchner. Fadela Amara. Alors, j'ai mis des ministres d'ouverture, des ministres de... Éric Besson. Éric Besson. Mon Dieu. Xavier Darcos. Oh, Darcos. Je crois que c'est mon premier slogan de manif. Exactement. Moi aussi, c'est ce que je suis en train de me dire, c'est pour ça que c'est pour ça. Darcos, si tu savais ta référence. Bien sûr. Ouais, moi c'est pareil. Donc j'ai corné de multiples pages. J'ai vraiment, quand je dis que c'est une purge, moi je me suis dit, il va y avoir trop de trucs marrants. Pas tant. Mais bon, j'ai quand même pressé le truc jusqu'à l'os pour en tirer quand même quelque chose. Ce que je vous propose, j'ai noté des passages, je vais les commencer et à vous d'essayer de deviner la suite de la citation. Et ça commence dès la 3e ligne. Avec Claude Askolovitch qui introduit directement le bouquin comme ça, qui dit « Manuel, dis-moi du bien de la gauche ». C'est du tutoiement et c'est vraiment la discussion, c'est vraiment genre on est accoudés un petit peu au bar. Ils sont dans une brasserie avec un foie de veau, un quart de rouge et une petite clope, tu vois. Et Gérard Larcher qui part fort. C'est comme ça. Sûrement. Et voilà, l'idée c'est arrête tes conneries, enfin. Lâche-toi un peu, on est entre nous. Ah oui, on est entre nous. On est au tacos d'Evry. Bon, Emmanuel Valls répond « La gauche, on l'aime. On l'aime même quand on ne sait plus pourquoi. On aime la gauche parce que... » Parce que quoi. Putain, pourquoi il pourrait aimer la gauche? C'est ce que je suis en train de dire. On aime la gauche parce qu'elle est riche de son histoire. Non. Parce qu'elle est belle. On n'en est pas loin, ouais. Mais parce qu'elle a su se réinventer. Non. Parce que je vais la changer. En direct. 3e ligne. Relation toxique. Non, c'est alors on aime la gauche. Je vais vous indiquer. On aime la gauche parce que c'est quelque chose. Vraiment en déterminant un mot. Ah, c'est quoi? Parce que c'est la gauche. C'est ça. Franchement, il aurait pu. Il aurait pu. Ouais, bon. On est dans Dava, quoi. Non. Qu'est-ce que c'est la gauche, selon Manuel Valls de 2008? C'est le progrès. Non. C'est pas la pagaille. C'est l'aventure. Oh là là. Bullshit. Est-ce que c'est de la langue de bois de ouf? Ou est-ce que ça veut vraiment dire un truc? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Si, ça veut dire un truc, mais en fait, il définit pas spécialement la gauche. Il définit. En fait, il explique juste pourquoi il l'aime, mais sans la définir. Parce que c'est parce que c'est mon parcours? C'est parce que c'est mon histoire? C'est pas loin. On s'approche de ça. C'est pas mon, c'est. C'est un, tu m'as dit c'est un. Oui, c'est une. Allez, je vous aide. Parce que c'est une. Idée. Non. C'est une vieille amie. Franchement, c'est pas loin. Disons que c'est pas plus, ça va pas plus loin que ça, quoi. Allez, je vous le dis. Je le dis. Je vous dis à personne. On aime la gauche parce que c'est une famille. Oh là là. C'est bien. C'est vraiment nul. Alors, il est vraiment décevant, c'est même vraiment là. très très nul. Quand on y entre, il est presque impossible d'en sortir. Non, ça c'est Paris en voiture avec Hidalgo.
Je vous lis un petit peu la suite. On l'a choisi parce qu'on voulait changer le monde, rien de moins. Ça ne se quitte pas comme ça. On a trop de souvenirs. Nous nous sommes tant aimés. Nous y avons tellement cru. Quand on a commencé, on n'avait aucun doute. Le monde était binaire. C'était la gauche, c'était le bien, et la droite, le mal. Tu te souviens ? Ce sont des choses qu'on se raconte à 20 ans. Mais c'est le début d'une chanson de Renaud, ça. Hein. C'est terrifiant. Tu te souviens ? La gauche, c'était le bien. Alors, extrait suivant du livre. Voyons voir. Il y a quand même beaucoup de pages. Grimoire. Et il y a beaucoup de pages, mais c'est écrit super gros. Ah oui. C'est écrit super gros, c'est que des petits passages comme ça. Ça, c'est vraiment. J'ai lu ça en 1 heure, là, tout à l'heure. Ça doit être une conversation de genre 30-45 minutes, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Tiens, en fait, si tu couches ça sur du papier, ça fait gros, mais c'est une vidéo de 45 minutes, comme tu dis. Complètement. Alors là, de quoi ça parle ? Blablabla. Ah oui, il parle de sa jeunesse et en fait, il dit qu'il aime pas trop les manifs. Il dit, je suis pas très... Voilà, il dit... Étonnant. Voilà, il dit c'est pas ce que je préfère, les manifs. Les rassemblements de masse, les slogans repris en chœur par le peuple, franchement... Mais j'ai eu mes manifs. Ma première, j'avais 14 ans, en 76, à Barcelone. J'y suis allé avec ma mère et ma sœur. Mon père ne pouvait pas y aller parce qu'il s'était cassé le bras. On réclamait le retour du statut d'autonomie en Catalogne que le franquisme avait supprimé. Plus d'1 million de personnes pour la reconnaissance d'une culture et d'une langue. J'étais aussi à la Bastille. Oui, c'est un peu mal vieilli quand on sait... Il a manifesté avec l'extrême droite contre l'indépendance de la Catalogne. Puis il faudrait envoyer à sa sœur, parce que sa sœur lui avait répondu sur Twitter en disant tu fais honte à la famille, quoi. J'adore les familles de gens de droite comme ça. Le père de Chiappa, bien sûr. Oui, bien sûr. Je plains cet homme, j'ai beaucoup d'amitié pour cet homme. J'ai découvert que j'avais un bouquin du père de Chiappa chez moi, et je m'en suis rendu compte après avoir connu Marlène Schiappa. C'était... Mais oui, non, il vit ce que je redoute de vivre, vraiment, J'étais aussi à la Bastille au moment de l'arrivée de la marche des beurs en 1983. J'ai gardé une fois... C'est Liabou. C'est Liabou. Je l'imagine en train de les attendre comme ça à Bastille. Bon, alors on avait dit... Comme de par hasard, ils sont en retard. Oui, c'est vrai. Mais ils sont tombés dessus par hasard. J'ai gardé une photo sublime prise ce jour-là par William Klein. Ça a peut-être été mon premier contact avec... Oh putain, attends. Avec quoi ? Ce moment-là, selon lui, peut-être son premier contact avec... Avec la misère. Les Noirs et les Arabes, j'allais dire, fallait que je le dise. J'ai pensé à ça en premier. Eh ben, Célia, désolé, mais c'est la bonne réponse. C'est vrai ? Ah, mais je l'accorde totalement. Ça a peut-être été mon premier contact avec la diversité et l'immigration. Moi, j'ai pensé qu'il allait au moins détourner le truc. Non, je pensais qu'il allait dire le vrai militantisme, un truc comme ça, mais j'ai envie de sortir ce... Je pensais qu'il allait dire un truc craignos autrement, mais pas directement comme ça, quoi. J'étais parisien, je n'avais jamais franchi le périphérique. Ensuite, je suis parti vivre et militer à Argenteuil, puis à Évry. Désormais, je me sens très banlieusard. Plus banlieusard que parisien. Waouh. Avec les blancos et tout ça. Ouais. Donc c'était la bonne réponse, Célia. Ah ouais, comme quoi. Bien joué. On connaît ses ennemis, pardon. Question de Claude Askolovitch, bien évidemment. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, maire d'Évry, contre une famille de trafiquants en train de pourrir un de tes quartiers ? Alors, je vous demande pas sa réponse, je vais la commencer. Et vous allez voir le trou. C'est n'oubliez pas les paroles. Le dark. Mais sans mec. Ce que je fais, donc là c'est la réponse de Manuel Valls. Hein. Ce que je fais, je suis physiquement avec les habitants et je dis ce que je pense. Dans un quartier d'Évry, le parc aux Lièvres, il y avait quelques petits délinquants qui pourrissaient la vie des gens, qui brûlaient des voitures, qui taguaient des cages d'escalier, pissaient dans les ascenseurs. C'est en général. Bref. J'ai organisé un conseil municipal extraordinaire sur la dalle du quartier. Un des jeunes s'est montré. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un des jeunes s'est montré. J'imagine debout sur la dalle. Qu'est-ce qu'il a... J'imagine faire un discours une leçon aux jeunes, et genre tout le monde a applaudi, et le jeune s'est excusé. Tu vois, un truc comme ça. Alors... Franchement, c'est pas loin. Hein. Ah putain. Franchement, c'est pas loin. C'est pas comme ça la vie, mon petit gars.
Tu sais, moi j'étais à la marche des beurs, j'ai pas fait exprès. J'étais là par hasard. Je sortais du métro. Je changeais. J'allais prendre la 8. Ah non, je pensais que c'était fait humilier. Je m'attendais à une histoire un peu humiliante. Non, c'est lui-même qui raconte. Oui, mais quelquefois il se rend pas compte. Je me suis fait tabasser. Ouais. Toute la ville a rigolé. 2 enfants de 8 ans m'ont pris à partie. On met une balayette laser. Mais tu sais, il se rend pas compte, il aurait pu le raconter, voilà. Et ils m'ont roué de coups, c'est ça l'insécurité. Pour dire, moi je connais la délinquance. J'ai vécu dans la chute. Je connais la délinquance, je me suis fait tabasser tous les jours à Ivry. Vous m'entendez? Le maire qui se fait tabasser. Ah putain. Non, je vais vous le dire. Parce que voilà. Alors, un jeune s'est montré. Je me suis levé, rouge de colère. J'ai pointé le doigt vers lui. Le type est parti en courant, en se disant que les assistants allaient le courser. Finalement, tu vas dire que je suis pas loin de la manif. Là, il parle à Askolovitch. Oh putain, l'état de... Mais c'est... J'ai jeté un de ses regards, il n'a pas demandé la monnaie de sa pièce. Pardon, non, c'est ça, Kaamelott, il a juste pointé le doigt vers lui. Il s'est levé rouge de colère, il a pointé le doigt vers lui, et l'autre vraiment a flippé. Mais après, Manuel Rouge, moi je l'ai vu sous transpiration, ça fait un peu peur. Mais est-ce qu'il dit que l'enfant c'était du groupe qui faisait chips, qu'est-ce qu'il en sait en fait? Si, il le connaissait. Non, ça se sait. Voilà. Non, ça se sait. C'était lui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, c'était lui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'aurais loupés sur cette page? Non, a priori non. A priori non. Il y en a encore. Allez, du rab. Là, on parle du. En fait, il critique Sarkozy et la droite de l'époque sur son côté CAC 40, argent, paillettes, machin, c'était tout le ça. Bling à l'époque. Voilà, c'était vraiment l'époque Sarkozy bling bling, tout ça quoi. Sur son cheval, Camargue. Et Askolovitch lui demande. Quel est le problème avec le CAC 40? Tu expliques qu'il faut sortir des complexes de la vieille gauche et tu fais le prude sur le rapport de Sarkozy aux entreprises? Et là, Manuel Valls répond, les entreprises, le marché et la concurrence, aucun problème. Le côté clan des patrons sarkozystes, tel qu'on le voit parfois, c'est autre chose. Et les libéraux, les vrais libéraux, ne devraient pas apprécier. Mais quand je dis CAC 40, je pense au côté hit parade. Sarkozy aime trop ça, les palmarès, ceux qui vendent le plus de disques, le plus de bouquins. Moi, j'aime bien... Donc, à contrario, moi, contrairement à Sarkozy, j'aime bien. Pas le hit parade, du coup. La solidarité, la joie de vivre. Ça pourrait faire partie de la joie de vivre. Les bibliothèques municipales. Les Noirs et les Arabes, encore une fois. Non, c'est très... J'ai pas compris forcément ce que ça veut foutre. Lui non plus. Un truc, il a voulu faire une analogie, genre en disant Sarkozy aime bien le hit parade et tout, et moi je préfère la médiathèque de ma ville. C'est un peu ça, mais c'est pas un bâtiment, c'est plus un... Une genre de nourriture une non, période historique. du curcuma. Non, en fait, il dit... Alors, je vais dire le début du truc. Moi, j'aime bien la chanson populaire. Ah, d'accord, je vois l'idée. Ouais, oui. J'aime bien la chanson populaire et... Les romans de gare. Et l'autre... En fait, la deuxième partie de la phrase, c'est une action liée à ça. Ah. Quelle action? Qu'est-ce qu'il aime bien faire? Danser dans les balles de village. Lisette, aller à la guinguette. Non. Chier sur son temps de pause de travail. Non, mais on est quand même dans le champ lexical des toilettes, de la salle de bain. Attends, quoi? Prendre des bains? Non. Chanter sous la douche? Chanter sous la douche. Moi, j'aime bien la chanson populaire et chanter sous la douche. Putain, contrairement au hit parade. Marc Lévy a bien du mérite et du talent, mais il ne peut pas être ma référence littéraire indépassable. Ah, gratuit. Il a dit, allez hop là. Il dit, en fait, c'est genre, j'aime bien les pauvres, mais faut pas abuser non plus. Je sais pas. Marc non, mais c'est parce qu'il vend le plus, tu vois, donc il peut pas être ami avec quelqu'un qui. Je ne sais pas. J'essaie de piger la logique. Tiens, petit truc intermédiaire, je crois que c'était.
Là que j'avais... Oui, parce que en fait, ils arrêtent pas de parler dans ce livre, donc là c'est plus une question sur le livre. Ils arrêtent pas de parler de l'extrême gauche, parce que évidemment il est en mode vraiment non, attention, l'extrême gauche, non, il faut que la gauche, la vraie gauche, soit plus de droite, sinon si on l'est pas assez, après c'est extrême gauche. Mais ce qui est marrant, c'est que en fait j'avais oublié à quel point l'extrême gauche était incarné à cette époque par qui ? Par Arlette Laguillet, Besancenot. Besancenot, ouais, c'est Besancenot, vraiment. Ouais. Et c'était vraiment, et en vrai, à l'époque, mais vraiment. Ils ont fait tous les deux 5% en 2002. Ouais, c'est ça. Et au final, Besancenot s'est quand même assez vite retiré de la scène médiatique, puisque dès 2012, c'était Poutou le candidat, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Oui, il a été 3 fois. Ouais, c'est vrai. Donc, mais Besancenot était encore candidat en 2007, il a été en 2002 et en 2007, et vraiment à ce moment-là, les gens pensaient vraiment que Besancenot, en plus qui était super jeune, allait incarner l'extrême gauche pendant 40 ans, quoi. Donc c'est juste petit truc qui m'a fait un petit oui tiens, c'est vrai qu'à l'époque Mélenchon était encore au PS et il avait beau être contestataire sur plein de trucs, c'était un peu un random du PS. Comment ça un random n'importe quoi. Pète-lui la gueule. Vous avez vu la vidéo pète-lui la gueule de Mélenchon? Ah non. Vous avez pas vu? Non. C'est un truc. En fait, c'est un journaliste de VA+, donc Valeurs Actuelles, qui le suit, qui lui dit Monsieur Mélenchon, pourquoi vous voulez pas me répondre? Trop chiant le gars. Et alors Mélenchon il se retourne, il fait pète-lui la gueule. Ça va, c'est validé. C'est validé. Le point est accordé. Parce que des fois, il est insupportable, mais avec des journalistes, t'as envie de dire non, mais arrête, c'est bon. Non, mais là, non. Chaque fois que je vois Mélenchon, je repense à pète-lui la gueule. Par contre, absolument, Et il parle à qui? On veut juste quelqu'un à côté? Je peux vous le faire écouter si vous voulez. Oui, si, pendant qu'on est là. Enfin, dans la vidéo, c'est pas montré, mais visiblement, le gars le fait chier depuis longtemps parce que il est tout seul, il est directement énervé. Je pense que. C'est quelqu'un de facilement agaçable. C'est l'extrême droite, je pense que c'est clairement un montage. Puis Mélenchon, il s'énerve. Comme tu viens de dire, il s'énerve facilement. Mais pourquoi pas? C'est juste une photo, y a rien de méchant. Mais il y a juste une photo, y a rien de méchant. Pourquoi avec. Mais pourquoi vous voulez pas Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Me péter la gueule. Le geste. Pète-lui la gueule, vraiment. Incroyable. Ah oui, non, il a demandé ça comme s'il demandait à quelqu'un d'aller lui chercher un café, quoi. D'accord, Jean-Luc. Antoine, pète-lui la gueule. Antoine, pète-lui la gueule. Oui. Robespierre. C'est simple. De la part de Robespierre. Article 12. Alors, où j'en étais? J'en étais à Besancenot. Il est où le truc de... Ah oui, il parle de Sud, le syndicat Sud, figurez-vous. Syndicat de ma maman. Puisque du coup, il parle de Besancenot. En fait, il parle de la Poste et après il dit oui, mais la Poste. Ascovic dit la Poste, c'est la boîte de Besancenot. Manuel Valls dit et de Sud. Ce n'est pas étonnant. Parce que du coup, le syndicat était assez actif. Ça a démarré Sud PDT, ouais, voilà. À la Poste. Donc Claude Ascovic dit Sud, c'est le syndicat radical, le pouce au crime des manifs et de la CGT. C'est quoi, une radicalité qui prospère sur le corporatisme? Quoi? Manuel Valls. Le corporatisme, oui. Mais défendre la feuille de paye, c'est la fonction du syndicat tout de même. Sud est un mouvement radical, aux solutions simplistes, mais il joue son rôle d'organisation syndicale. Mais efficace, ouais. Oui. C'est pas loin, c'est pas loin. Mais on ne peut pas critiquer le syndicat, un truc comme ça. Non. Mais il reste important. Il est essentiel. C'est un rouage essentiel de la démocratie sociale ou des corps intermédiaires. Plein de mots derrière. Société. Il n'y a que 4 mots. Mais à la démarche, et il définit la démarche. Louable, noble. C'est même, je trouve que c'est même plus. C'est la démarche intelligente. Ah, il dit du bien de Sud. Ouais. Il dit du bien de Sud. Alors, j'aimerais bien l'interroger aujourd'hui sur Sud. Je vais pas garder cette info. Maintenant, c'est la fin du livre, j'étais à la 3e pente à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ils sont les premiers à avoir porté attention à la misère morale qui existe dans la fonction publique.
Là, on est sur du Manuel Valls de gauche, hein, attention. Ah ouais. Ça existe encore, quoi. Des gens diplômés de l'université qui se retrouvent à trier ou à distribuer du courrier pour un petit salaire, sans perspective d'évolution, sans valorisation ni reconnaissance à l'extérieur. Il leur reste le fétichisme d'un statut qui les emprisonne. Bon, là, il repart sur voilà, les fonctionnaires. Dans le statut, tout ça. Ouais, voilà. Voilà. Oui, c'est un peu égaré, en mais j'étais surpris de voir du sud là-dedans, et du coup on est toujours sur les trucs, voilà, le thème un peu grève, tout ça, mouvements sociaux, etc. Et du coup il parle des transports et casser la SNCF là-dessus, pour interrogation. Bon, il y a un truc précis. Manuel Valls dit: il faut réorganiser pour créer une société régionale de transport. C'est une question d'efficacité et de coordination. Il faut donner ce pouvoir-là aux élus. Laisse-moi m'en occuper directement et je te promets que je la rénoverai. Quoi? La SNCF. La SNCF. Pas la SNCF. C'est plus précis que ça. La mobilité des Français. Ça, c'est plus vague. C'est vraiment plus vague. Littéralement le contraire des consignes. Non, Manuel Valls, maire d'Evry. La RATP. Le RERA. Aïe, on voit le qui vient d'arriver à Paris. Beaucoup trop peu de temps. Non, c'est le RERD. Ah. Je la rénoverai, ma ligne D. Ok. Ma ligne D, sa ligne D. Ah ouais. Qui prenait. Juste une ligne après les autres. Mais même pas. Et du coup, voilà. Okay. Il dit, laisse-moi m'en occuper directement et je te promets que je la rénoverai, ma ligne D. Alors, pour les gens qui connaissent un petit peu la ligne D, sachez qu'elle n'est toujours pas rénovée. Absolument pas. Voilà. Non, pas du tout. Puis alors, même pas près de quoi. Catastrophique. Toutes les vidéos Snap un peu chelou que vous voyez dans les transports, c'est souvent la ligne D. Des trucs. Ah oui, d'autres ça, temps. sur la ligne D, il y a des heures de pointe à 14h en août. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est une horreur. Dernier petit extrait. Alors là, je pars directement sur du Manuel Valls. Pardonne-moi, mais on n'est pas progressiste si on n'est pas. Ah, c'est un truc qui est contraire. C'est en un mot. Ouais, c'est pas pragmatique. Non. Rationnel. Non. Un peu fun en soirée. C'est histoire de finir là, ils étaient vraiment très entamés. Commencer à dire, ouais, si on n'est pas délire. Moi au fond je suis maoïste. Tu dis après 4 points, tu sais. On n'est pas progressiste si on n'est pas. C'est vraiment un peu la conclusion du livre, quoi. Faut se dire que. Si on n'est pas moderne. Non. C'est un truc. C'est un truc politique, enfin c'est un mot politique, on va dire. C'est une définition politique, c'est juste un mot. Si on n'est pas démocrate, c'est un truc un peu vague comme ça. Non, mais oui, exactement. Républicain. Non. Ah, c'est un truc du genre, ouais. Si on n'est pas libéral. Très bonne réponse. C'est vrai. Oh putain. On n'est pas progressiste. Je croyais pas trop. Ah ouais, non, mais ok. Voilà. Et merveilleuse lecture. Et merci d'avoir peut-être infligé ça pour faire ce jeu. Parce que il y a une réédition, tu penses? Je pense pas. Enfin, je n'en sais rien. Bah, alors, je l'ai pas en poche. Peut-être qu'il est en poche. Je ne sais pas. Je sais pas combien d'exemplaires ça a été vendu, mais. 19 € TTC, vendu. Est-ce que tu crois qu'il a vendu plus ou moins que Marlène Schiappa? Je sais pas du tout si ça s'est vendu, ça. Je pense pas qu'on puisse trouver les chiffres. Non. Ouais, c'est un peu vieux. Parce qu'il a été commercialisé déjà. C'est aux éditions Robert Laffont. Ah, quand même, hein. Édition Robert Laffont, avril 2008. Voilà. Manuel Valls, entretien avec Claude Askolovitch, c'est tellement facile à faire. Les entretiens, c'est tellement fastoche. C'est vrai, très bonne remarque, là, en intro, de dire que en fait, c'est une vidéo de 40 minutes, sous la forme d'un livre, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Puis après, tu payes des gens... des prêts de oui, tiens, je te le donne, Célia m'a tendu la main, elle voulait le récupérer. En fait, je voulais m'assurer qu'il soit vrai. Que ce soit... Ouais, je sais pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemplaires vendus. Je pense une petite cinquantaine. Mais de toute façon, les livres politiques, souvent comme ça, c'est vraiment c'est histoire de le mettre dans... Oui, mais tu sais, pour acheter beaucoup de livres politiques pour les portraits, c'est quand même arrivé 2 fois qu'on ait des livres dédicacés pour des journalistes connus. Ah oui, parce qu'en fait, l'essentiel des exemplaires qui circulent, c'est des exemplaires presse, en fait. Ouais, c'est ça. Ou offert, ou... Ouais. Il a écrit 2 autres livres avant. Je me demandais s'il en avait écrit d'autres, mais... Livre d'entretien. Déjà sur la laïcité. Les habits neufs de la gauche et la laïcité en face. Entretien avec Virginie Malabar. C'est marqué ça, c'est... Non, c'est un ami imaginaire. C'est son ami imaginaire. Virginie. Voilà, il l'a connu depuis longtemps, mais oui.
Son ami imaginaire. Il y a un livre sur qui connaît Madame Royale, vous vous souvenez de ce truc? Oui. C'est Éric Besson. Oui. Éric Besson. Éric Besson, c'était vraiment fin des années 2000, quoi. Et après, il a disparu. Oui, et c'était la première grosse trahison, enfin que nous, moi que j'ai pu voir, voilà, je sais qu'il y en avait eu d'autres avant, mais oui, c'était, il y avait ce côté vraiment choquant. Bah, en fait, il y avait d'autres personnes, on va dire identifiées socialistes qui avaient rejoint, qui avaient rejoint Sarkozy, mais le fait qu'Éric Besson rejoignent le ministère de l'immigration en tant que socialiste, enfin en tout cas en tant que socialiste jusqu'au jour où il a été annoncé à ce ministère-là, qui était le ministère d'extrême droite créé par Sarkozy vraiment pour il avait promis de créer ça, il l'a créé quand il est arrivé. Et voilà, le fait que le transfuge du PS arrive à ce ministère-là très précisément, c'était choquant. Ouais, enfin, moi je me souviens vraiment, c'était vraiment un truc genre. Mais c'était pris de shitstorm bien mérité. Mais je crois que c'était aussi pour ça qu'il est plus en politique. Il en avait pas grand chose à foutre. En fait, c'est la condescendance avec laquelle il traitait ça. Vous allez faire quoi Oui, non, c'était ça. C'est la première grosse trahison vue. Mais je pense que malgré tout, c'est à cause de ça qu'il est pas. Oui, bien sûr. Oui. Bah, il s'est grillé. Je sais pas du tout. Il s'est grillé de ouf. Enfin, je me souviens qu'il était, à la fin, il était vraiment au bout de sa vie. Il était sur Twitter. Il a fait des fail, bien sûr. Non, puis il a été, puis il était parmi les plus zélés sarkozystes. Enfin, donc il pouvait revenir nulle part, quoi. À moins d'un retour de Sarkozy, mais. Si Éric Besson nous écoute. J'espère que tu vas pas bien, mais. J'espère que tu vas pas bien, mais donne des nouvelles. Passe un coup de fil. Passe un coup de fil pour nous le confirmer, ça ferait plaisir. Eh ben écoute, je me sens toujours comme une merde. Tiens donc. Non, mais il doit être maire d'une commune aléatoire. Oh, je suis même pas sûr. À mon avis, il est dans le privé. Tu penses? Mais je sais même pas s'il est pas en France. Il me semble qu'il était parti de France. Il y a peut-être moyen. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Je sais pas si c'est pas marié. Ah ouais, c'est marqué homme d'affaires. Ouais. Et il était maire jusqu'en 2020 quand même. Hein. Maire de Donzère. Ah, Donzère. Bon courage à eux. Ah merde, jusqu'en 2020. Ouais, donc il a quand même été maire assez tard. Hein. Et là, il a plus de. Il y a des gens, ils allaient à un petit événement dans leur bled et il y avait Éric Besson. Il était maire de 95 à 2020. Ah ouais. Ouais. Et il était ministre de l'Industrie quand même après. Oui, après il était resté, il avait fait le truc. D'abord, il a été secrétaire d'État sous Sarkozy. Après, il a été ministère de l'Immigration. Mais secrétaire d'État, personne ne le connaissait, donc il a été un peu passé inaperçu. Et c'est vraiment, comme tu disais, au moment où il est devenu ministre de l'Immigration et de l'identité nationale, ce truc horrible là. Oui, c'est vrai que c'était ça l'intitulé exact du ministère. Ministère de l'Immigration et de l'identité nationale. Un délire. Au final, sur la fin, Sarkozy l'a inclus dans le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est vrai, qu'après tout était. Après ce magnifique débat. C'était Claude Desguéant et tout. Oui. Les belles années. Les années. Oh là là. Hortefeux. Ça ne manque pas tant que ça, finalement. C'était les années Sarko, souvenez-vous. Tout ce beau monde sera bientôt en prison, on l'espère, en tout cas, on croise les doigts. Moi, je suis anti-prison, sauf pour les gens que j'aime pas. Moi, c'est ma ligne politique. Surtout Nicolas Sarkozy. Écoute, si on pourrait juste faire une cellule, une unique cellule au milieu du pays avec Sarkozy dedans, pourquoi pas? Sarkozy et Guéant avec un double lit. Voilà. Si, évidemment, il bénéficie de la présomption d'innocence, bien évidemment. Voilà, il a rien fait. Il a rien fait. Et il a pas fait exprès. Un tout petit peu. C'était pas lui et il le refera plus. C'est Paul Bismuth qui a fait. C'est vrai. C'est Bismuth. Bon, voilà, on s'approche tout doucement de la fin de cet épisode du 1000e tour. Le temps d'ajouter des petits trucs, s'il y a un truc à promouvoir potentiellement, soit venant de toi ou de gens que tu apprécies. Alors venant de moi, non, absolument pas. Non, j'avais noté pour ce qui se passe en Palestine de chez certains journalistes, mais alors le temps je les retrouve. Bon Host, du coup, toujours de ce dont on a parlé au début. Comme d'habitude, la matinale, 7h, 9h, lundi au mercredi. Voilà, donc si vous êtes faire la France qui se lève tôt, n'hésitez pas à venir m'écouter. Et puis les portraits une fois par mois avec Maudit sur Blast, et peut-être d'autres choses à venir dans l'année. Et du coup, pour suivre ton émission matinale, donc ça se passe sur Twitch. Tout à fait, twitch.tv, sur la chaîne Host Politique. Exactement. Et merci pour l'invitation, c'était vraiment super bien. Et merci d'avoir lu pour nous ce livre de Manuel Valls.
J'étais posé cet après-midi à la terrasse d'un café avec ce livre que je lisais à plat. Que je lisais vraiment. Je le lisais pas genre tu sais, dans ma main comme ça. Non. Surtout que c'était à Montreuil et tout. C'était très bizarre. Je le lisais à plat. Ça m'a fait ça avec le livre de Johan Chapoutot, avec marqué en gros « Penser et agir en Asie ». Mais c'est un livre d'historien, c'est un historien du nazisme. Mais c'était dans le métro à Lyon. Penser et agir. Bon, ce n'est pas du développement personnel. Faut vraiment froncer les sourcils, genre. Et c'est ce que... Pour marquer ta désapprobation. Ouais, c'est ça, voilà. Une blague de Sacha Béard parce que j'étais allé le voir sur son 30 minutes de stand-up là. Et il y a un moment où il dit j'ai acheté Mein Kampf pour le lire, sauf que je le lisais dans les transports et sauf que j'assumais pas vraiment de lire ça dans les transports, alors je le cachais derrière une édition critique de Mein Kampf. Cette blague me termine. C'est incroyable. Voilà. Ah, très belle conclusion. Alors, Célia, tu voulais nous parler de... Oui, c'est juste un conte, si vous pouvez le suivre. C'est une journaliste palestinienne qui est en direct de Gaza. C'est Wizard, WIZARD, Bizan, BISAN 1. Voilà, tout simplement. Mais non, j'ai rien à promouvoir. Et donc, c'est juste, voilà, pour avoir des infos. Exactement, voilà. Et pour exactement. Ça manque cruellement de journalistes sur place. Vu qu'ils sont tous tués. Sinon, donc voilà, c'est important de la suivre et de relayer ce qu'elle fait pour que leur parole soit bien su de tous, quoi. Donc voilà. Ok, voilà. Eh bien, merci à vous d'être venus et évidemment à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à soutenir l'émission sur KissKissBankBank, tous les liens dans la description et je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Salut.